Ah, bah, c'était pour le USB. Ok. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez et nous voyez bien déjà? Alors, on va mettre un petit message dans le chat. Non, mais déjà, est-ce que déjà, si on dit à l'oral, Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, oui. super. Ok, génial. Wow, Oula, tout génial. ça. Super. Formidable, formidable. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Dans 2 petites minutes, on va commencer l'enregistrement. Donc, ça sera enregistré. Donc, sachez qu'à partir du moment où on commencera l'enregistrement, si vous mettez votre caméra, c'est pas un souci, mais par contre, bah, vous apparaîtrez dans l'enregistrement, juste pour que vous le sachiez. Ok. Donc, prenez aussi éventuellement de quoi noter parce que vous allez avoir des idées qui vont vous venir ou vous allez peut-être avoir des questions. Vous allez peut-être devoir noter des notions que vous allez pouvoir approfondir après. Donc, pensez aussi à prendre des notes. Le temps que tout le monde rentre, parce qu'on a beaucoup de monde encore dans la salle d'attente, je vous invite à écrire en commentaire en fait, votre prénom, de quel endroit vous nous regardez, et puis nous dire aussi est-ce que vous êtes porteur de projet, est-ce que vous êtes entrepreneuse, entrepreneur, voilà, où vous en êtes dans l'entrepreneuriat. Soit vous mettez une durée ou vous mettez juste porteur de projet, entrepreneuse, vous qui voyez. T'as lancé l'enregistrement déjà? Oui, tout à fait. D'accord. Ah bon, Ok. j'allais Non, c'est bon, tout est fait. On est OP. Bon, et ben du coup, je t'invite à te présenter, puis après, Oui, alors, c'est Vincent. Bonjour à toutes et à tous. On admet au fur et à mesure. Voilà, je t'occupe, on fait le relais. Voilà, on se répartit. Hein, voilà, c'est normal. ça, C'est en live. Ajustement en live. Claudie Lambion, donc chef d'entreprise depuis une bonne vingtaine d'années. Travaille avec le réseau Lila que je soutiens en sororité Guadeloupe-Martinique. Même Québec. Voilà. Depuis quoi, ouais, plusieurs 3-4 années ans. aussi, Hein. D'accord. Voilà, très investi en tout cas, pour ceux qui me connaissent, dans la valorisation de l'entrepreneuriat. J'accompagne les porteurs de projets publics, associatifs, entreprises, de la TPE au grand groupe, à la mobilisation des financements publics. J'en ai même fait une chronique. Passionnée par le sujet sur les financements de l'impact. Donc, comment les entreprises peuvent permettre à nos économies de devenir plus inclusives, plus durables et plus profitables. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces 10 notions clés pour maîtriser et pour entreprendre. Tout à fait. Mais merci Claudie. Merci à Ireza aussi qui nous accueille. En fait, là, nous sommes dans le coworking d'Ireza où Tout nous à avons fait. fait un atelier ce matin. Et donc, il y a quelques participants qui sont restés. Et donc, on remercie Ireza, qui est un incubateur et un centre de formation en Guadeloupe, qui nous accueille aujourd'hui. Moi, je suis Cécile Simoneau. Donc, plusieurs d'entre vous me connaissent déjà, surtout en Martinique. J'ai plusieurs casquettes. Donc, cofondatrice du réseau d'entrepreneuses Lila, qui signifie les indépendantes, libres, alignées, solidaires, et qui a pour but de permettre aux femmes qui entreprennent d'apprendre à allier leur vie pro avec toute la stratégie liée à l'entrepreneuriat, leur leadership et leur vie perso, parce qu'on propose de la garde d'enfants sur nos ateliers par exemple, et plein d'autres petites choses qui font notre spécificité, et surtout une communauté bienveillante et qui respecte l'humain avant tout au cœur de l'entreprise. Et j'ai une autre casquette d'où a été issu cet atelier d'ailleurs, où je suis chef de projet du Carrefour de l'entrepreneuriat, donc en Martinique, qui est un lieu en fait d'information, de sensibilisation, d'orientation pour toute personne qui a des questions sur l'entrepreneuriat, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des acteurs de l'écosystème. Donc, on accueille, on oriente et on sensibilise les personnes autour de leur projet. Et notamment, on avait fait des rencontres entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial en réfléchissant à comment sécuriser le parcours entrepreneurial. Et de fil en aiguille, on arrivait à dire en fait, les gens n'ont pas les connaissances de base stratégiques. Et donc, en fait, dans ces connaissances de base, quel est le socle vraiment incontournable pour permettre à une entreprise d'être rentable? Et ce sont ces 10 notions que nous allons vous dévoiler. Le suspense est à son comble, qui sont ressorties et que j'ai vraiment pris soin de vulgariser. Vous n'allez pas ressortir, vous n'allez pas devenir des experts comptables, rassurez-vous, tout va bien, c'est pas contagieux. Ça demande beaucoup de travail. Voilà. Mais par contre, vous allez avoir une meilleure compréhension des leviers, de la stratégie et des notions. C'est pas réservé aux grandes entreprises. C'est qu'une entreprise peut devenir grande quand elle maîtrise ces notions. C'est l'inverse qui se passe. Et donc, quelle que soit la taille que vous visez, il va falloir être rentable quand même. Donc, il va falloir les maîtriser. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc, les 10 notions que nous allons aborder. Le client idéal, l'étude de marché et la niche, le business model, comment déterminer son prix de vente, le seuil de rentabilité BFR, deux copains, cousins, mais très important, la différence entre chiffre d'affaires et rémunération, les obligations comptables en fonction des statuts juridiques, comment établir son prévisionnel de trésorerie,
maîtriser les différentes sources de financement et le tableau de bord. Alors déjà, dites-nous dans les commentaires sur les 10 là, combien vous pensez en maîtriser. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez-y, entre donc 0, j'en maîtrise aucun. D'accord. J'aurais dû mettre un petit oui, questionnaire d'ailleurs. Alors, je demande pour ça. non, mais, voilà. Sondage. 0, voilà. Mais en fait, c'est Waouh, 0, quand même, oui, et le client attention, idéal. porteuse de projet. Ah, porteuse Et de porteuse projet. de projet. D'accord, C'est d'accord, OK, c'est OK. d'accord, ok. Ouais, ouais. Et en fait, peu importe le nombre que vous maîtrisez ou pas, Oui, c'est au pas moins, un problème, mais on vous le êtes sait. là pour apprendre et de manière, Bien sûr. on est toutes parties un jour de 0. Nous-mêmes, enfin, on n'est pas nés, on est, On est à encore la plus maternité, on nous avait pas donné voilà, petit bloc. un petit bloc avec les notions. Non, non, on les a apprises sur le terrain et en formation. Et pendant plusieurs années. Et on continue d'apprendre, c'est Et ça. on apprend Ah tout. oui, tout à fait. OK, 2, 6, ça marche, Ah, allez-y. 6, wow. Ouais, quand même, bien, ouais. Ah non, le numéro 6. Ah, le numéro. D'accord, D'accord. merci. Très bien. Non, mais c'est déjà, Ah, mais déjà, ça, c'est, ah ben, d'ailleurs, c'est c'est déjà un des une notion fondamentaux. La différence entre importante. chiffre d'affaires et rémunération. Ça qui confond, effectivement. Génial. Super. Bon, ben, en tout cas, on voit qu'il y a une utilité réelle à faire cet atelier. Donc, bah, c'est parti, hein. C'est parti. On commence par On le y go. client idéal. Alors, Le client idéal, je vais vous en alors, parler parce que gros sujet. Pourquoi gros sujet? Parce que le nombre d'entrepreneuses que j'ai rencontrées dans le réseau ou ailleurs qui me disent non, mais moi, en fait, je m'adresse à tout le monde. Et en fait, avant de vous expliquer, une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. c'est Voilà. clair. Retenez ça. Et maintenant, ouvrez bien grand vos oreilles. Donc, se demander votre produit ou votre service, à qui vous allez le vendre. Et attention, quelque chose, une petite première subtilité, qui sera le payeur? Parce qu'on peut vendre un produit à quelqu'un, par exemple si vous vous adressez aux adolescents ou aux enfants, mais ce n'est pas eux qui vont payer, ce sont les parents, ou sinon des associations, ou des établissements scolaires. Donc, ce n'est pas parce que la personne bénéficie de votre produit ou votre service que c'est le payeur. Et dans votre stratégie, déjà, ça enclenche des choses différentes. Parce que est-ce que vous allez adresser là où il y a les payeurs potentiels ou est-ce que vous allez vous adresser là où il y a votre cible et que vous comptez sur eux pour convaincre les payeurs? Pas du tout la même démarche. Ensuite, quand vous avez identifié ce client idéal, vous allez pouvoir identifier votre niche dans le marché et ça, on va un peu approfondir. Mais là, d'abord, on reste sur le client. Les questions à se poser. À quel besoin ou à quelle souffrance répond votre offre? Un des piliers fondamentaux de la rentabilité d'entreprise, c'est que ça doit répondre à un besoin. On ne fait pas quelque chose parce que ça nous fait plaisir de le faire. S'il n'y a personne qui en veut, ben vous pourrez faire vos affaires, mais vous n'allez pas en vivre. Voilà. Donc, que ça réponde à un besoin, à une souffrance. Ensuite, quelle est la situation rêvée de votre client? Que ce soit sur le financier, que ce soit sur du traiteur, que ce soit sur du bien-être, il y a toujours un objectif que le client veut atteindre grâce à votre solution ou une autre d'ailleurs. Et donc, vous demandez ce que je vous disais au début, la personne est-elle celle qui va payer pour le service et sinon qui? Ensuite, quand vous avez répondu à ça, alors oui, vous avez bien compris que ça, c'est pas en 5 minutes, hein, ça demande une vraie réflexion. Et je vous le dis, encore une fois, il est hyper important de cibler votre client parce que c'est ce qui va faire que la personne va se sentir comprise, qu'elle va se sentir en face de quelqu'un qui est expert dans son domaine. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas d'autres personnes qui pourront venir acheter chez vous. Mais dans les mots que vous allez utiliser, dans les offres que vous allez concevoir, dans le rythme, dans les horaires de travail, ça doit être ciblé sur une personne spécifique, une typologie de personne. Et cette typologie, on la définit par rapport à son âge, sa situation familiale, son salaire moyen, ses hobbies, c'est en fait, tout son environnement. Mieux vous la connaissez et plus vous êtes rentable. C'est la fameuse persona, et si je peux me permettre, c'est de donner un petit retour. C'est Bien la sûr. fameuse persona. Oui, Si vous avez entendu parler des personas, en fait, elle s'appelle Marguerite, elle a 25 ans, elle a 2 enfants, elle achète le samedi, le dimanche. En fait, vous devez la connaître mieux qu'elle-même. Votre voilà. cible doit pouvoir adresser votre offre de façon vraiment percutante, puisque du coup, vous allez pouvoir cibler. Et peut-être que les clients peuvent évoluer aussi, comme la vie de votre entreprise. D'expérience, j'ai commencé par une typologie de clients et j'ai redéfini, on va dire tous les 4-5 ans, j'ai redéfini mon business model et mes clients, du coup. Et en cohérence avec toi, avec tes compétences et ton parcours de vie. Et ça, c'est Exactement. Qui en est à quel moment de son développement. Et puis, par rapport à ces personnes-là, vous devez imaginer leurs habitudes de consommation. Comme le disait Claudie, est-ce qu'ils achètent le samedi et le dimanche pour ce type de produit, mais le reste de la semaine, ils achètent peut-être d'autres types de produits, donc selon ce que vous vendez, et aussi quels sont les leviers qui font passer cette personne à l'achat. Parce que la psychologie finalement de votre client. Alors ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais je vous assure que ça fonctionne très bien, non seulement. Et deuxièmement, c'est pas si compliqué que ça. C'est que vous allez les rencontrer, vous allez les observer, vous allez les écouter et vous allez en tirer des leçons.
Et voilà, la vraie démarche, elle est là. Ah, Oui, en fait, il y a l'exemple. ok. Donc, par exemple, on va vous faire travailler quand même. Vous allez identifier la cible de ces différents types d'entreprises. Par exemple, un garage automobile, quelle serait la cible? Ah, Ah ah, il peut y en avoir plusieurs. pardon. Petit indice, il n'y en a pas forcément une seule. Les Mais, modalités. Répondre dans le chat? quoi? Il Oui, répond dans répondre le dans le chat? chat, oui, oui. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit le son est faible. Bah, essaye de monter ton son. Est-ce que les autres nous entendez bien? Ah On non, a essayez monté de notre de côté. notre côté, on est au max. Est-ce que vous nous entendez? Oui, apparemment, oui. Donc, en Non, fait, ça va. peut-être que. Bon, ok. Ah, Bon, ben, ok. Bon, ben, peut-être c'est qu'il bon. a du mal. Essaie de voir de ton côté si changer la sortie audio ou autre. Ok, merci pour les pouces. Donc, garage automobile. Alors, essaie de mettre un écouteur à voir. Garage automobile, c'est qui la cible? C'est qui la cible du garage automobile? Les gens qui ont une voiture. Oui, c'est déjà bien. Oui, Oui, c'est vrai. merci pour cette réponse. C'est vrai. Ou pas, en fait. Ça peut être des garages aussi moto. Ah oui. D'accord? Automobile. Non, ça Et n'existe bientôt pas. vélo électrique. Bientôt vélo électrique. D'accord? Propriétaire de voiture. Alors, oui, merci. Mais là, il va falloir cibler. D'accord? Donc, propriétaire de voiture, c'est le marché général. Et là-dedans, vous allez identifier, vous, le client cible. Oui, en panne. Il y a une problématique. Voilà, il y a une Voilà. problématique. C'est Et la ensuite, maison le de garage santé des automobile, voitures, en fait. Hein. c'est un peu ça. C'est propriétaire des voitures. Le garage automobile, ça peut avoir comme cible les particuliers. Donc, en fait, moi, ma cible, hein, mon persona, elle s'appelle Claudie, d'accord. Elle a 28 ans et demi. Ah. Voilà. Elle a une voiture qui a 4 roues. C'est exceptionnel. Ah ouais, je sais, c'est une livre très, très spécifique. Voilà. Et donc, elle a une voiture qui peut être régulièrement en panne par rapport à la recharge de clim. C'est déjà pas la même cible. Mais pas seulement la même cible que le garage automobile qui va s'occuper peut-être que de la carrosserie ou du garage automobile qui va s'occuper que de la partie mécanique, d'accord? Ou des pneus, ou voilà. Donc déjà, ça. Mais ça peut être le même garage automobile, exactement. Merci à Ina qui suit. Aline a dit, ça peut être des loueurs. Et oui, il y a tous les professionnels qui ont des voitures. Il y a toutes les entreprises qui ont des parcs auto aussi. Donc, vous pouvez être un garage automobile spécialisé dans les parcs automobiles des collectivités ou des communes. Ça peut être dans les spécialités dans les loueurs qui ont des délais, qui ont besoin de véhicules de remplacement parce que c'est leur fonds de commerce. D'accord? Donc, selon la cible, le business model, la façon de travailler du garage sera totalement différente. Et pourtant, le métier, c'est le même derrière. Vous voyez à quel point c'est important d'identifier la cible. Allez, on va faire le traiteur. On va faire un traiteur. On va pas tous les faire, mais si vous voulez faire un peu du bonus de votre côté, allez-y. Mais le traiteur, par exemple, c'est qui la cible? On en parlait ce matin, justement. On avait un atelier sur la trésorerie. On a parlé des cas des traiteurs à plusieurs reprises. Ah oui, c'est ça. Oui, donc là, elle parle d'expert cash flow, c'est la trésorerie, d'accord? C'est le. On y est tout à l'heure, c'est pour ça. Mais ouais, non, mais pour pas que les gens soient perdus. Donc, le traiteur. Les traiteurs, c'est qui la cible? Pareil, il peut y en avoir plein. C'est bien pour ça qu'on fait l'exercice. Non, c'était pour le particulier, salle de réception. Voilà. L'événementiel, ça peut. Voilà. Particulier qui fait un événement, oui. Organisation, oui, des entreprises, tout à fait. Donc, vous voyez que déjà, derrière, c'est le même métier. Ils vont fabriquer des pâtés salés ou ils vont faire des buffets, des salades. Mais derrière, la cible n'est pas forcément la même. Donc, peut-être les recettes ne sont pas les mêmes. Les horaires de travail ne sont pas forcément les mêmes. Les délais de livraison non plus, etc., etc. Donc, pour chacun des métiers, les comités d'entreprise aussi, oui, tout à fait, il est hyper, hyper important de définir votre cible très spécifique parce que toute votre stratégie en découle. Mais vraiment, j'insiste, toute votre stratégie en découle. Et si vous n'avez jamais réfléchi à ça, eh bien, il n'est jamais trop tard. C'est maintenant le bon moment. Le meilleur moment, c'était avant de commencer et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et on met en application après. Et on met l'application tout de suite. Voilà, donc vraiment important. Ok, on va avancer. Là, j'avais donné un petit exemple. Par exemple, là, si, par exemple, coach en perte de poids, coach en nutrition. Votre client idéal rêve de perdre du poids, de pouvoir s'habiller sans complexe, de retrouver de l'énergie. La souffrance, elle est conscientisée. Donc, la personne, elle va pouvoir payer si elle est en confiance. Parce qu'il y a des personnes qui ont un besoin, mais la souffrance, elle n'est soit pas conscientisée, soit ce n'est pas une priorité financière. Il va falloir éduquer votre communauté et c'est un peu plus complexe financièrement derrière, parce que ça s'anticipe. Donc, attention aussi, est-ce que les gens sont vraiment prêts à faire une priorité de votre produit?
Et puis, bah, le persona, hein, femme entre 35 et 45 ans, mère de 2 enfants, épuisée, salariée, revenu moyen de 2 000 € elle a des soins esthétiques, elle écoutait de la musique, scroller sur les réseaux. Quand on fait un peu le profil de ça, de dire, bon, bah, comment je vais rentrer en contact avec elle, d'accord? Elle aime acheter en promo, avoir des amis qui ont déjà testé le produit. Donc là, on va renforcer le côté témoignage, le côté parrainage, et aussi des garanties de retour sur investissement. Par exemple, si vous faites de l'onglerie, et ben le garantie, c'est dire, moi, ma pause, et ben, elle va durer un minimum de tant de jours. Alors moi, je n'y connais rien, vous voyez, voilà, je n'y connais rien, mais le principe, ah ouais, voilà. Donc, alors, quelle est la durée qui a été promise pour cette magnifique manicure? 3 semaines. Voilà. Si avant les 3 semaines, un ongle saute, Ah, mais j'ai un service immédiat. Il y en a un, et voilà. dans les 24-48. Et ben voilà. Donc ça, c'est lui garantit le service de remplacement s'il y en a question. Et c'est ça qu'il faut aller mettre en place dans les leviers psychologiques qui vont permettre à la personne de devenir cliente et surtout de rester cliente. Parce que ça ne vous apporte rien d'avoir une cliente qui repart mécontente. Tout à fait. Et vous pouvez même lui donner un prénom. Si c'est une cible, ben, elle s'appelle Valérie, Vanessa, Voilà. Cécile, je le dis. Non, en fait, plus vous allez personnifier en fait votre cible, plus en fait ça va être quelqu'un à qui vous parlez de manière quotidienne, plus ça va être plus facile d'appréhender en tout cas les besoins qu'elle pourrait avoir et comment vous pourriez adresser, vous lui proposer vos produits ou services. On ne devient pas schizophrène pour autant, on ne parle pas au mur, hein, en pensant qu'il y a une vraie personne dans le mur. Ça sent. En tout cas, c'est vraiment ça. Ce qu'elle dit, c'est comme si vous étiez votre meilleure amie, vous la connaissez par cœur. C'est ça qu'il faut arriver. Vous êtes capable, ouais, mieux qu'elle-même, capable d'utiliser les mots qu'elle aurait utilisés, d'anticiper son besoin, des choses comme ça. Avançons et nous parlons maintenant de la niche. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, posez au fur et à mesure. Hein. N'hésitez pas, on est passionnés, on est dedans depuis longtemps aussi, donc pas forcément. Quoi? Je commence si tu veux, et puis comme après, tu as un comptable. Donc, le marché, l'étude de marché et la niche. Donc, il y a deux choses. Le marché, c'est relatif à votre expertise. Par exemple, vous êtes dans le coaching. Le coaching, c'est le marché général, d'accord? Mais c'est très vaste, le coaching, d'accord? Et la niche, c'est une spécificité dans le marché qui est en lien avec votre client idéal et votre expérience, mais je dirais même avec votre identité. Par exemple, faites du coaching pour les femmes qui sont cadres et qui veulent négocier leur augmentation salariale. Ça, c'est une niche, d'accord? Et vous pouvez même encore plus nicher pour les cadres du BTP, pour les femmes qui sont cadres dans le BTP et qui veulent augmenter leur... D'accord? Ça, c'est vraiment une niche. Et plus vous êtes dans une niche, et non seulement plus vous êtes reconnu comme une experte dans le domaine, donc devenez la référence dans ce domaine, voilà. Et en plus, plus c'est facile d'avoir des prestations high level parce qu'ils vont payer l'expertise, le fait que vous soyez unique dans votre expertise. D'accord? Donc, pour ça, vous demandez, est-ce que le marché déjà dans lequel vous voulez entreprendre, est-ce qu'il est en émergence, parce que c'est un marché nouveau, en évolution, en stagnation, en décroissance, le marché dans lequel vous êtes positionné, par exemple, si on reste sur le coaching, c'est un marché là qui est plutôt en décroissance. Parce qu'il y a eu une explosion de coachs, il y a eu même une saturation de coachs et beaucoup aussi de personnes qui ont sali l'image des coachs. Et donc maintenant, si vous êtes toujours coach, ok, mais on l'appelle autrement pour ne pas rester sur ce côté idées reçues qui a pu se créer dans le milieu du coaching. Donc c'est aussi important de connaître la tendance de votre marché général. Étudier aussi comment les concurrents directs et indirects, alors les concurrents directs, c'est facile, c'est la personne qui va faire la même chose que vous. Par exemple, si elle a les coachs sportives pour permettre pour les sportifs de haut niveau permettre d'atteindre des performances et que moi je suis coach sportif pour les sportifs de haut niveau pour atteindre des meilleures performances, on est des concurrents directs. Mais si elle est coach, toujours pareil, elle est la même coach, mais que moi derrière, je suis peut-être coach mental et que je passe pas par le physique pour atteindre des performances, mais par le mental, ben on est concurrent indirect. C'est-à-dire que on vise le même objectif, c'est la même cible, mais avec un produit différent. D'accord? Donc, attention. Et donc, dans cette concurrence de ce qui existe, est-ce que tout le monde déjà est capable d'identifier ces trois concurrents principaux sur son marché ou dans sa niche? Allez-y, dites si oui, non, ou si vous en connaissez 0, 1, 2, 3, ou si vous en connaissez 15. Ça vous donne un petit état des lieux de votre connaissance du marché déjà. Pendant que vous répondez, d'accord.
Donc, bah, creuse du coup, vas-y, continue dans cette dynamique pour aller découvrir les autres. Et puis, quand vous allez avoir une bonne connaissance de ce marché, de cette concurrence, bah, vous allez pouvoir identifier qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est pertinent d'apporter et quel est le niveau de prix qui se pratique. C'est pas pour ça que vous allez vous y aligner, on en reparlera après. Mais il faut savoir ce qui se pratique. Il n'y a que Nelly qui répond. Les autres, vous avez plus de clavier? Ah, d'accord, merci. Oui, mais c'est particulier. Non, il n'y a pas. C'est particulier peut-être, mais il y a quand même une réponse. Donc, oui, un peu. Bon, tu vas creuser ça. Dis, les autres, dites-nous. Pendant que vous répondez, ben voilà, on peut prendre l'exemple. Vas-y, tu veux. C'est bon? Donc, par exemple, on reprend le coaching. Ben, c'est un marché donc en pleine saturation qui paye les frais, donc on l'a dit tout à l'heure. Donc, par exemple, si vous êtes un coach en entreprise, bah, le positionnement, il est plus sur LinkedIn, d'accord? Ils vont agir peut-être sur l'organisation de l'espace de travail. Et les concurrents indirects, ça va être des formations en ligne ou des livres, d'accord? Ou des formations de groupe internes sur la montée en compétences. Et donc, quand vous identifiez ça, vous comprendre comment vous allez apporter votre valeur ajoutée pour que les personnes bah, puissent faire appel à vous. Ah, on a dit qu'il dit pléthore de concurrents. Bah voilà, c'est SIL 3. Donc bah, bravo, en tout cas, les personnes qui connaissent leurs concurrents, c'est déjà, vous avez une longueur d'avance sur votre rentabilité par rapport aux autres. Super. Et comment se faire remarquer? Donc, bah, c'est comprendre pourquoi, par exemple, les coachings des autres ne sont pas efficaces, pourquoi les personnes, malgré le besoin, ne sont pas prêtes au changement ou ne concentrent pas leur énergie suffisamment dessus. Et vous, à vous de trouver dans votre expertise une solution pour contourner, pour parer à ce frein et de vous faire connaître vraiment pour ça. Il faut creuser les indirects. Eh bien, creuse les indirects, vas-y. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair pour dire ça, par exemple, si par exemple la personne, elle dit oui, moi, ça fait 4 fois que je fais appel à une personne, à une coach pour perdre du poids, et qu'en fait, à chaque fois, la personne, au final, n'y arrive pas. Au final, elle n'y arrive pas, elle procrastine ou elle fait une période, après elle abandonne, etc. Il faut comprendre derrière le levier qui l'empêche d'y arriver. Et c'est vous, en tant qu'expert, nous là, on ne vous apprend rien sur votre expertise. Hein. Vous, on nous apprend pourquoi stratégiquement, comment vous démarquer et comment vivre de votre activité. D'accord? Et donc, au niveau de ça, de dire, OK, qu'est-ce qui fait que, est-ce que la personne elle a besoin que je vienne avec elle, que je la tienne par la main? Est-ce qu'elle a besoin de menus sur mesure? Est-ce qu'elle a besoin que rajouter du plaisir? Est-ce que c'est la quantité le problème? Est-ce que c'est le goût des aliments? Est-ce que c'est le manque de compétences culinaires? Il faut vraiment aller connaître par cœur les points de blocage de vos clients. Est-ce que c'est clair tout ça déjà ou pas? Parce que rien que ces deux points-là, quand vous les maîtrisez, déjà, vous avez une base solide. C'est du chemin. Exactement. Et pourtant, il y a encore 8 notions. Ok, bon, bah, ça a l'air d'être clair. On peut avancer. Oui, oui. Ok, on a un oui. Super. C'est bon. Le business model. Bah, vas-y, je t'en prie. Puis, Le fameux business model. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque déjà? La notion de business model. Dites-nous dans le chat. Business, modèle, voilà. C'est un terme anglo-saxon qui est rentré dans la langue française, clairement. Ah oui, alors oui, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous, c'est quoi l'objectif du business model? On partage dans le chat un petit peu. Étude de marché, certes. Ok, pas que, ça fait partie. Voilà. Ok, on va creuser. Il y a business model et il y a business plan. Ce sont deux choses différentes déjà. Hein. Ouais, et encore. Et ouais, ça va, Voilà. effectivement. Voilà. Alors, le business model, c'est le modèle économique. Donc là, on a vu quelle est votre cible, que vous devez connaître, oui, Pestel, effectivement. Celle que vous devez connaître par cœur, sur le bout des doigts, pour faire l'anglerie. On a vu effectivement comment adapter votre marché, comment identifier si vous voulez rentrer dans un marché de niche en devenant l'expert et en trouvant votre voie, bien aller clairement dans le marché de masse. Et donc, ça veut dire que c'est les moyens aussi derrière qu'il faut y développer. En tout état de cause, il faut que vous puissiez adapter votre fameux modèle économique, en clair, comment vous gagnez de l'argent. C'est aussi simple que ça. S'il y a une question que vous devez vous poser, c'est comment ça gagne de l'argent? Comment mon modèle je gagne de l'argent, avec qui on l'a vu tout à l'heure, mais surtout, quels sont les produits et les services qu'on va pouvoir proposer. Alors déjà, il faut pour pouvoir savoir mais comment vous allez gagner de l'argent, c'est quel est votre besoin? Quel est votre besoin quotidien? De quel montant de besoin avez-vous besoin à la fin du mois pour pouvoir assurer votre niveau de vie, quel qu'il soit, avec les charges, vous êtes locataire, propriétaire, vous avez ou pas des enfants, etc. Les charges fixes que vous avez, en fait, qu'il faut lister tout bêtement, identifier. Pour bien l'identifier de façon très claire, précise, on prend une feuille,
On prend un papier, une feuille, un tableau, on fait charge et recette. C'est aussi simple, on n'a pas besoin de maîtriser ni Excel, ni Canva et autres, etc. Aucun logiciel comptable beaucoup plus complexe. On a juste besoin d'une feuille et un crayon. On trace, on met dépenses, recettes. J'ai fait ça. C'est comme ça que ma mère m'a appris quand j'étais petite à gérer mon petit budget. Et donc, ça, c'est la base. Et quand vous faites ça, la deuxième base, c'est de savoir quand même faire soustraction et addition, hein. C'est la Oui, deuxième base. Ça peut aider un peut-être tout des petit peu. multiplications Je aussi. crois Les que... souris et les calculatrices. Alors, mon fils de 5 ans et demi en troisième année maternelle, ils ont déjà commencé. Donc, c'est vous dire l'expérience que nous avons tous sur l'addition et la soustraction, n'est-ce pas? Donc, vous devez identifier la liste de vos postes de dépenses, de quoi vous avez besoin pour assurer votre niveau de vie mensuel. Et ensuite, en face, vous devez dire que en dessous de cette somme, vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire que vous avez identifié alors c'est un terme un peu comptable qu'on va voir tout à l'heure, mais votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire, à partir de ce montant-là, vous ne pouvez pas faire rentrer moins d'argent que ça. Sinon, ben, vous passez, et c'est pour ça qu'après, on voit aussi beaucoup de personnes qui vont se positionner en surendettement. Donc, il faut identifier quels sont vos besoins et identifier quelles sont les ressources dont vous avez besoin, sans jeu de mots, pour pouvoir les couvrir. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez savoir quel est à minima, alors c'est pas tout à fait ça, mais on va le faire de manière, mais vous pouvez savoir avec minima combien d'argent pour vos besoins, pour votre rémunération, doit couvrir. Donc, si vous êtes solopreneur, par exemple, en général, les dépenses que vous aurez à avoir, effectivement, sont celles de votre quotidien. Donc, en effet, le chiffre d'affaires va venir couvrir vos besoins. Par contre, quand vous commencez à vous développer, à louer un local, à recruter des ressources, etc., c'est juste ce petit tableau qui va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Ce seront toujours les mêmes charges qui vont devoir être couvertes par des recettes au fur et à mesure, etc. Et en général, la différence entre les recettes et les charges doit obligatoirement être positive. Sinon, créer une association à but non lucratif. Ouh là là, mais alors, À but non lucratif. c'est quoi Ah, c'est c'est ça. quoi? Je vais la mordre. Vas-y. C'est pour ça. C'est de la provoque. C'est de la pure provoque. Non, ça adore. Vous avez vu ça? Non, clairement. En termes de statut juridique, à but non lucratif. Donc, si vous créez une entreprise, quel que soit le statut que vous avez, mais en tout état de cause, juridiquement, vous êtes comptable juridiquement et responsable du fait que vous devez couvrir vos charges et vos dépenses. Mais même si c'est non lucratif, ça Bien soit quand sûr, même à l'équilibre ça dépend. Oui. minimum. Ah oui, Voilà. c'est pour ça que j'ai Voilà. dit pas, Ouais, voilà, pas en c'est ça. dessous, Non, zéro voilà. minimum. Je Voilà. sais pas, hein, Ah non, non c'est ça. lucratif. Voilà. Non, mais d'un Mais fait, c'est par pas que je pense que contre, comme c'est une association, c'est pas. Non, non, en fait, non. Ça reste une entreprise ça quand même. dépend de la taille des associations. Il y a Oui, des associations, oui. tu crées une association de 3 personnes. Voilà. Là, Non. vous êtes Oui, oui. locomotive. Oui, oui, oui. C'est pas la même chose. Non, Ça non. dépend aussi de l'ambition aussi Oui, que oui, vous tout à vous fait. donnez et de la taille de l'entreprise que vous voulez créer, quelle qu'elle soit. Mais sachez que quelle que soit la taille ou l'ambition que vous avez, il y a la règle de base est de savoir que recette moins dépenses doit être égale en positif. Zéro et plus. Ouais. C'est la base. C'est vraiment, il n'y a même pas à être expert dans tel ou tel sujet. C'est véritablement ce qui doit être votre moteur. On Donc, va en reparler après. on va BFR, revenir etc. là-dessus. Mais en tout cas, ce business model doit pouvoir, que vous allez identifier, doit pouvoir générer les recettes vous permettant de couvrir ces dépenses. Donc, c'est comment? Et on a vu à quelle cible, dans quel marché, mais c'est surtout quels produits et services que vous allez adresser, que vous allez proposer à ces cibles-là et à ce marché que vous avez identifié pour générer des ressources, des recettes qui vont couvrir vos dépenses. Donc, tout part effectivement de vos besoins. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous réveiller en disant, oh, j'aime bien faire ci, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien aller développer, je veux développer par exemple un produit nautique. Ok, d'accord, mais comment? D'accord, pourquoi? Pour qui? Cible touristique, cyclique, à quel moment? Pourquoi? Donc, à quelle typologie de clients, famille, sportifs, etc., etc. Donc, tout cela va pouvoir adresser des produits, des services, location de matériel, à cours accélérés ou autre, etc. Quelle que soit formation, produit, vente, service que vous proposez, il faut absolument que vous puissiez adresser ce produit. Et donc, quelles sont les différentes sources de revenus que vous allez pouvoir générer? Tout cela va dépendre des deux premiers points que vous avez vus ensemble. Qui vous voulez convaincre des produits ou des services que vous proposez et dans quel marché vous vous positionnez. Est-ce que vous décidez de rester sur le territoire? Vous avez décidé de partir en expansion sur l'ensemble de la Caraïbe, etc. En tout état de cause, en fonction de ce à quoi vous aurez répondu sur deux précédents points, vous pourrez définir quel est le modèle économique que vous allez choisir
pour générer ces ressources et donc ces bénéfices qui vont vous permettre de croître et de développer l'entreprise. Donc, quelles sont les offres? Il y a Une une question. question, ouais. Il y a celle-ci qui nous demande est-ce que nos emprunts personnels doivent être pris en compte dans les charges, car on doit se rémunérer aussi? Alors, ce n'est pas une charge de l'entreprise, mais ce sont vos besoins de ça. trésorerie personnelle. Donc, dans votre rémunération, On oui, doit ça doit intégrer être pris ça, en compte, bien sûr, évidemment, bien sûr. évidemment. Mhm. Mais par contre, ce ne sont pas des charges de l'entreprise. Mhm. Parce que dans votre business model, là, on va expliquer après, il y a ce que vous vendez, ce que ça vous coûte pour le vendre, et ça, c'est spécifique à l'entreprise. On va pas rentrer dans les détails. Et après, il y a vos besoins, vous derrière, donc votre rémunération, et vos besoins doivent prendre en compte, bien sûr, éventuellement, si vous avez des emprunts personnels. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est clair ma réponse ou pas, Cécile? Mais je ne parle pas à moi-même. Il y a une vraie personne qui s'appelle Cécile qui a posé une question. Ne me regardez pas de travers. Oui, ok, ça marche. C'est bon, c'est clair. Donc voilà, donc quelles sont les offres que vous pouvez proposer, hein? Offres de services ou de produits, bien sûr. Permet. Oui, Alors, vas-y. avant que tu continues, je voulais rappeler que dans le mode, différentes sources de revenus, il y a on va avoir une modèle hybride aussi. On peut être salarié, avoir une entreprise à côté. Tout à fait. On n'est pas obligé de mettre tout sur l'entreprise. Et on peut avoir, par exemple, de l'investissement locatif qui va nous ramener des revenus passifs, voire des placements financiers qui génèrent une boursier, enfin voilà, peu importe. Financier, c'était au sens large. Oui, tout à fait. Qui nous ramène. Et en fait, c'est est-ce que ça nous ramène une partie de ce qu'on doit atteindre et est-ce que l'entreprise ramène le complément? C'est ça que je voulais aussi dire dans le business model, c'est pas forcément que propre à l'entreprise. Tout à fait. C'est dans l'ensemble de votre écosystème, de vous, de personnes, quoi. Oui, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, en fait, hein. Oui, C'est parce que vous ça, avez en fait, comme comment. ressources aussi, hein. Il y en a qui vont avoir des biens immobiliers familiaux. Ben, en fait, ça vaut peut-être le coup de les rénover, de les mettre en location pour vous générer un revenu. Et à côté, vous développez votre entreprise, mais vous avez peut-être, je sais pas, 700 € qui rentrent par mois de ce revenu locatif. Tout à fait. Et donc, ça vient se rajouter aussi dans les dépenses liées à ces revenus passifs, enfin, à ces biens. Et donc, ça rajoute, en effet, d'autres sources de revenus qui vous permettent d'arriver à cet objectif que vous vous fixez dans le premier point. Donc, voilà. Donc, du coup, quelles sont les offres donc, et les produits, la diversité des actions que vous allez mener pour générer ces ressources vous permettant d'atteindre et de couvrir vos besoins mensuels. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, justement, j'aime bien rappeler un calcul très basique, mais vous allez voir à quel point il est redoutablement efficace. Non, non, je vais laisser là-dessus. Des fois, il y en a qui me disent, mais c'est quoi mon taux horaire? C'est très simple. Vous calculez dans l'emploi du temps, on en parlait à l'atelier d'avant, combien de temps vous avez disponible pour travailler? Vous avez enlevé votre temps de sommeil, vous avez enlevé votre temps de famille. Combien de temps vous avez pour travailler, d'accord? Ce temps, donc c'est un nombre d'heures, d'accord? Et à côté, vous avez le montant qu'il vous faut en rémunération à atteindre. Ben, tout simplement, vous divisez ce montant par le nombre d'heures et vous avez votre taux horaire de marge. Attention, on va le voir après, on ne confond pas le chiffre d'affaires et la marge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, vous allez directement dans le mur, d'accord? Et ça, c'est très simple. Et si, par rapport à ce que vous voulez faire, ce calcul-là fait que ça ne marche pas, mais c'est que votre business model, il faut le varier, soit avec d'autres offres, soit avec un revenu de salarié à côté, soit, comme on a dit tout à l'heure, des revenus passifs. Voilà. Donc, c'est avant toute chose, il faut vraiment faire ce calcul-là. D'accord? Si on vous perd à un moment donné, vous notez. Vous attendez, on est passionné, donc. Non, c'est bon. C'est ça qui est rigolé à ta super blague. D'accord, ok. Je me dis, j'imaginais. Très bien, alors, un petit exemple du coup. Alors, on y va? Donc, oui, d'accord. Donc, je souhaite avoir 2500 € par mois pour vivre. Je dois donc générer 3450 € de chiffre d'affaires pour l'atteindre. Alors, il y a une personne qui demande est-ce qu'on lit le business model de l'entreprise à son propre mode de vie finalement? Oui, complètement. Bien sûr. C'est vraiment basé sur vos besoins à vous et les besoins de la voisine ne sont pas les mêmes. Donc, faites-le par rapport à vous parce que si vous faites par rapport à celui du voisin, il va y avoir des grosses complications financières. Oui, oui, complètement. Les deux doivent être vraiment en lien. Oui, parce que de toute façon, c'est vous qui générez aussi. Hein. Tout à fait. Surtout pour les entreprises qui sont en mode TPE. En général, on est sur sa propre la force vive en fait, pour générer les ressources. Et ce qui parfois est un peu compliqué. Donc, je te laisse. Mais par exemple, de façon très, très, très terre à terre, vous voulez avoir 2500 € par mois pour vivre. Là, vous, dans votre vie perso, en termes de rémunération. Mais pour avoir ça, vous devez, admettons, générer 3450 € de chiffre d'affaires. C'est un exemple totalement décorrélé de la réalité selon votre domaine, ça n'a rien à voir. Hein. Selon votre domaine, pour avoir 2500, vous allez peut-être pouvoir générer 10 000 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout la même chose d'un domaine à un autre. D'accord?
Donc, vos différentes sources de revenus, peut-être que vous avez la location d'un studio qui vous ramène peut-être, je sais pas, 600 € par mois. Vous avez peut-être des missions d'intérim que vous faites à droite à gauche. Et puis, vous faites du coaching en organisation. Donc, peut-être que 500 € de location de studio, des missions d'intérim, ça vous ramène 1000 €. Ben, du coup, le coaching en organisation, vous visez peut-être plus que 1000 € de bénéfices de cette partie-là. Vous voyez, c'est pour ça que le business model, il peut être totalement hybride et qu'on n'est pas obligé d'être totalement sur la partie entrepreneuriale. Il faut vraiment prendre le raisonnement dans son ensemble. Tout à fait. Donc, en intégrant, bien sûr, les charges. D'où la Voilà, différentiel entre les charges. exactement. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question. On va le voir après, on en reparlera après. Donc, par exemple, vous avez votre location du studio, ça vous prend 2 heures par semaine, il y a des états de lieu d'entrée et de sortie. Vous avez donc des missions d'intérim que vous faites, et puis vous vendez les coachings à côté. Et donc, vous avez combien d'heures par semaine pour y accorder et vous faites bien la vérification que ce nombre d'heures disponibles, ça couvre le business model que vous avez imaginé. Parce que si vous imaginez que par semaine, vous allez faire 5 coachings, vous allez faire 10 heures de massage et vous allez vous occuper en conciergerie de 10 logements, je ne sais pas comment vous allez faire, mais si vous avez trouvé la faille dans l'espace-temps, il faut partager avec les autres. Vous allez devenir milliardaire. Moi, sinon, je la 26e heure, c'est clair. Exactement. Même pas la 25. Mais pas la même, ça, on a déjà trouvé pour celle-là. Non, non, c'est important. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul, il y a quand même 168 heures là-bas. Dans la semaine. Donc, c'est difficile Ouais, d'en faire 300. Ah ouais. Ah, mais moi, j'essaye. J'essaye sur J'ai 68 heures. trouvé à la fin des temps, je te dirais. D'accord. Après. Est-ce que c'est clair Est-ce pour que tout le tout le monde monde? est OK? Est-ce que tout le monde a compris la notion? Ici, d'ailleurs, est-ce que c'est clair aussi ou pas? C'est vrai que Parce vous qu'on a avez... quelques personnes Oui, qui ont leur sinon, c'est totalement. Désolée d'ailleurs. Ouais, ça va. Ok, super. Vous avez le droit aussi de poser des questions. Oui. Alors, on continue. Oui. Alors, Oui. vas-y. Je te sens bien. Mon Dieu, des sueurs, des fois. Alors, comment faire pour être à la fois crédible, rentable et avoir plein de clients? Ben, ça, c'est le prix de vente, le juste prix de vente. Attention. Ouvrez bien grand vos oreilles. Il y a il y a 3 choses dans le prix de vente. Il y a le coût de revient, il y a le prix psychologique et il y a la moyenne des prix du marché. Et vous devez déjà avoir conscience de ces trois valeurs avant de faire votre choix. Donc, le coût de revient, c'est tout simplement ce que ça vous coûte de faire la prestation. Si vous faites un produit physique, si par exemple je fabrique des bijoux, c'est bien, ce n'est pas mon cas, mais bon, il y a la matière première, il y a votre temps de fabrication, et il y a peut-être le temps de vente, etc. D'accord? Donc, le coût de revient, le minimum, c'est les matières premières. D'accord? Et ensuite, le temps de fabrication, le temps de vente, c'est amorti, lissé sur l'ensemble des produits que vous allez vendre. D'accord? Ça, le minimum du minimum, votre tarif ne doit pas être en dessous de ce coût de revient. Okay? C'est même illégal. C'est même totalement illégal. Et, voilà. Et même si ce n'est pas illégal, c'est fortement déconseillé. D'accord. Je précise que c'est illégal. Voilà. La deuxième chose, le prix psychologique. C'est vous demander, à vous et même à vos proches, quel prix vous seriez prêt à payer pour ce produit ou pour ce service. Quelque chose de très important pour le prix psychologique, c'est quel est le retour sur investissement du client. Est-ce qu'en achetant des bijoux, vous achetez un morceau de confiance en vous? Est-ce que vous achetez l'appartenance à une élite qui a une typologie de bijoux que les autres n'ont pas? Est-ce que vous avez une identification à votre culture grâce à ce bijou? C'est un marqueur d'identité. Voilà. Donc, en fait, quel est le retour sur investissement de l'achat? Et quel que soit le produit ou le service, il y a toujours un retour sur investissement. Voilà. On peut fixer le prix en fonction de la valeur perçue du client aussi. Tout à fait, c'est ça, c'est le retour sur investissement. C'est bien ça. Et quel est aussi le coût de la souffrance du client? Je m'explique. Par exemple, elle est en couple, admettons. Non, c'est quelqu'un. Elle n'est pas libre, désolée. Elle est en couple, mais elle veut se séparer. Non, c'est pas le cas. Vous affolez pas. Non, désolée. Donc, admettons, elle est entrepreneuse, d'accord? Ça, c'est vrai. Et elle veut arrêter l'entrepreneuriat pour devenir cadre supérieur dans un groupe. Voilà. Non, mais admettons. Si ça fait des années qu'elle y pense et qu'elle n'a jamais rien fait et que là, elle sent qu'elle s'en sort plus dans l'entrepreneuriat et qu'elle tourne en rond, etc., le coût de sa souffrance, il est de plus en plus important parce qu'après, elle va dans le mur, dans le burn-out. Alors que la même souffrance qui est prise au tout début, où peut-être qu'un jour, j'arrêterai l'entrepreneuriat, mais que c'est très lointain, etc., c'est pas du tout le même coût. Et du coup, psychologiquement,
Là où peut-être au dernier moment, elle va peut-être être prête à payer 5 000 € pour ce service. Si c'est juste un titre informatif, pourquoi pas un jour, elle va peut-être pas dépasser peut-être les 100 € pour la même prestation. Donc le prix, le coût psychologique de la souffrance, il est primordial dans la détermination de votre prix de vente. Ensuite, la moyenne des prix du marché, bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, les concurrents directs, ça c'est facile. À produit équivalent, qu'est-ce sont les coûts? Et la concurrence indirecte aussi, les offres différentes qui répondent aux mêmes besoins. Et bien en fait, qu'est-ce que ça coûterait à mon client d'aller voir d'autres produits pour atteindre le même résultat? Je reprends l'exemple de la prise de poids. Il peut y avoir une coach personnel, il peut y avoir des compléments alimentaires, etc. Il peut y avoir des opérations, d'accord? Et chacun a un coût différent, mais le délai aussi de résultat est différent aussi. Et du coup, ben, en fait, le coût psychologique que vous allez pouvoir réaliser n'est pas du tout le même d'un produit à un autre parce qu'il y a cette notion d'urgence. Je vous ai perdu ou ça va? Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais? Ok, génial. Et ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple qui est le mien. Comme ça, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Hein. Je crois que toutes les erreurs entrepreneuriales, à peu près, je les ai faites. Donc, je suis très à l'aise d'en parler. Donc, par exemple, quand je faisais mes premiers pas dans le coaching, développement, reconversion professionnelle, ma toute première session, elles étaient 12. Accrochez-vous bien, votre culotte. Oui, vous en avez toute une, ça? Elles payaient 150 € pour 3 mois de rendez-vous hebdomadaire en présentiel. C'était un groupe hein, quand même. Mais, vous voyez, elles payaient seulement ça. Donc, ça revenait à 50 € par mois et je crois qu'on avait 3 rendez-vous dans le mois, etc. D'accord? Par la suite, le même coaching, t'as pu mettre le même coaching qui se passait uniquement en ligne sur 3 mois et en groupe, il était vendu 3 600 € pour le même contenu et le même résultat. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je me suis formée. Et entre-temps, j'ai appris les leviers finalement psychologiques des prix. J'ai aussi pris conscience de la valeur que j'apportais à mes clientes et de cette du coût de cette souffrance et du retour sur investissement. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles sont en souffrance professionnelle. Et là, en 3 mois, je les apprends à se connaître, à se connecter à leur zone de génie et à changer de vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est fulgurant, quoi, comme impact dans leur vie. Et du coup, elles étaient prêtes à payer cher pour cela. D'accord? Et pour autant, il n'y en a pas une qui m'a dit qu'elle trouvait ça cher. Parce que là, derrière, il y avait la vraie expérience, la transformation. Et je faisais payer la transformation, je ne faisais pas payer le nombre d'heures que j'y passais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez de façon très concrète du quoi ça correspond? Et donc, un autre exemple qui va parler à tout le monde, c'est l'art. Si moi, par exemple, qui n'ai jamais peint un tableau de ma vie, je te fais un tableau, je fais un trait bleu en travers, c'est de l'art. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, même à 5 €, même si je donne 5 € aux gens, personne ne voudra le prendre. D'accord? Le même tableau, mais de quelqu'un de très connu, qui va dire oui, la pureté, voilà, l'élan, l'espoir au milieu, etc. Il va vous vendre ça 500 000 €. 1 million, bah voilà, 1 million, voilà, il faut acheter 1 million. Vous voyez à quel point c'est subjectif la valeur de quelque chose. Et c'est le prix psychologique, c'est vraiment là où il y a le plus gros levier de marge dans vos offres. Donc vraiment étudiez ça de très près. Ça va pas trop saouler, c'est bon? C'est important, ça fait partie. C'est important. Bon, c'est clair. C'est ça, Et qu'on souvent, accepte de se... le niveau de vos prix est le reflet de votre confiance en vous. Hein. ça. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a suffisamment approfondi les exemples, peut-être. Ouais. Bon. Ok. Ouais, bon, voilà. Allez, là, c'est ton tour, vas-y. Alors, je précise que je ne suis pas expert comptable, hein, mais Ouais, voilà. ouais. Bon, ce sont des notions. Par contre, Quand même. ce sont des notions que vous devez comprendre, puisque j'aime à dire que quand on devient entrepreneur, on parle la langue de l'entrepreneuriat. Et cette langue de l'entrepreneuriat, effectivement, avec une sémantique bien particulière, vous voyez, un chiffre d'affaires, amortissement, investissement, besoin en fonds de roulement, et ça vous permet de parler à qui? À votre expert comptable et à votre banquier. Et mieux, vous comprendrez en fait les différentes notions. Et à des investisseurs. Ah, super. Là, on monte un cran dans la vision, l'ambition, etc. Ah ben écoute, tu prêches à une convaincue. Donc, c'est important qu'il y ait un minimum de vocable quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, il faut être aussi conscient de ça, puisqu'on gère aussi des aléas du risque, on en parlait il y a pas plus d'une heure, sur l'importance en fait d'être aligné avec le fait qu'on on accepte d'être dans des zones d'incertitude en fait.
Mais plus, en fait, au démarrage, je vois qu'il y a des porteurs Oui. de projets dans la salle, plus au démarrage, vous avez ce que nous, enfin, en tout cas, je parle personnellement, que je n'ai pas eu véritablement quand j'ai débuté il y avait 2 ans de ça maintenant. Et je me dis aujourd'hui, effectivement, je le dis avec beaucoup d'assurance, hein, que je pense que j'aurais été aujourd'hui dans le CAC 40 français. Plus on commence tôt, plus on maîtrise ces notions, mieux on peut adapter tout ce que vous avez vu de 1 à 4, des notions 1 à 4 qu'on vous a exposées depuis tout à l'heure, mieux vous allez pouvoir aligner tout cela et comprendre, puisque c'est un jeu, les fameuses règles du jeu. Et la notion du BFR en est une. On va reprendre un peu de manière simplifiée ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fameux tableau papier, crayon, dépenses, recettes. C'est à peu près ça. Sauf que vous le transposez de votre vie personnelle avec les charges. On a parlé tout à l'heure du prêt bancaire. Est-ce que oui ou non? Bien sûr, c'est une charge personnelle qui, si on est, les recettes et les ressources que vous avez sont issues de votre entreprise, devient quelque part une charge de l'entreprise puisqu'elle rentre dans votre rémunération qui va permettre de couvrir vos besoins. Et les besoins en fonds de roulement, c'est la même chose, c'est quel est le besoin minimum que dont l'entreprise, pardon, aura besoin avec l'ensemble des charges qu'elle va générer. Donc chaque mois, donc, même si vous n'avez aucun, aucun chiffre d'affaires, vous avez, quand vous avez évidemment développé une structure, alors, quelle que soit l'entreprise que vous avez, si vous le lancez en solopreneur, même chez vous, en télétravail ou autre, etc. Je l'ai fait pendant, allez, 5, 6, 8 ans de chez moi, avant de prendre un local, mais il y avait quand même les charges qui vous incombent, hein, prêt bancaire, etc., les charges de votre loyer, donc le besoin minimum de rémunération que vous avez, peut s'intégrer dans le BFR. À partir du moment où vous vous développez, vous rentrez avec un local, sont magnifiquement accueillis dans de superbes locaux qui génèrent des charges fixes qui sont ah ben, l'eau, l'électricité, Internet, les salariés, les charges sociales, fiscales, etc. Donc, toutes ces charges que vous ne vendiez pas, vous payez. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous devez retenir, c'est faites l'analogie entre ce que vous payez, dont vous avez besoin, et les charges que vous avez engagées, par exemple, pour un prêt ou pour l'éducation de vos enfants ou le toit qui vous couvre quand vous rentrez chez vous. Ce sont des loyers, des charges fixes que vous allez payer et que vous génériez du chiffre ou pas, il faut les couvrir sous réserve de rentrer dans des dynamiques de recouvrement, etc., voire jusqu'à l'expulsion, pourquoi pas. Donc, On ne sait pas, on ne sait pas. je parle Voilà. en connaissance de cause. Donc, il est vraiment important que vous puissiez déterminer, comme vous l'avez fait tout à l'heure dans votre vie personnelle, pour l'entreprise, quelles sont les charges fixes qui génèrent donc votre besoin en fonds de roulement. Donc, quand évidemment il peut y avoir, ben, la crise Covid a été un exemple à l'échelle mondiale, eh bien, vous ne vendez rien pendant 6 mois, les charges se poursuivent, les salariés, les si, enfin tout a un coût, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. En tout état de cause, il a fallu couvrir un certain nombre de charges. Et il faut identifier donc combien de temps, en clair, vous pouvez tenir sans chiffre d'affaires. Et le banquier va analyser en fait ces notions pour identifier la solidité en fait de votre entreprise. Donc à partir du moment où il va y avoir en fait sur le compte hein, de l'entreprise ce volume financier qui permet de dire au banquier, voilà, moi je peux tenir 3, 4 mois sans donc j'ai identifié que mon besoin quotidien en fonds de roulement, je dis n'importe quoi, est de 2 000 €. Donc ça veut dire que, ben, 3 fois 2, 6, il doit y avoir en permanence sur le compte de l'entreprise 6 000 €. Vous avez en fait pouvoir provisionner une certaine somme qui vous permet de tenir le choc et de pouvoir, par rapport aux besoins de votre entreprise, pouvoir voir, avec, évidemment, puisque de toute façon, c'est tout à fait cyclique, de pouvoir, adresser en fait vos produits, aux clients. Il y a des démarrages, il y a des si on est un peu dans le domaine touristique et bien, en fait, il y a des saisons et des pics de saisonnalité. Il peut y avoir aussi, dans le domaine du coaching, comme tu disais, beh, effectivement, il y a eu une perte de confiance qui s'est installée, depuis quelques années. Donc, bah, ça vous laisse aussi le temps, bah, de réadresser ou de redéfinir un petit peu, votre produit ou votre client et le fait d'avoir en caisse, ces fonds vous permettent aussi de sécuriser de manière beaucoup plus sereine votre développement ou, vos changements, en fait, changements d'échelle. Donc ce besoin vous permet d'identifier et de sécuriser la relation avec le banquier notamment. Alors, juste une précision, donc, entre seuil de rentabilité, donc c'est ça. Et BFR, ça tient en compte aussi de l'avance de trésorerie dont vous avez besoin. Puis il y a des clients, des fois, qui ne vont pas forcément payer comptant. Par exemple, si vous travaillez avec des collectivités, n'est-ce pas?
Alors, si vous êtes en Martinique, j'en parle même pas parce que, en fait, comment dire, Non, ouais, ça se passe très bien. en Martinique, vous n'aurez Ça, jamais c'est votre vrai. paiement ou quasiment jamais, mais bon, on va pas parler de ça. On va dire qu'un jour, vous l'aurez. Et le BFR, c'est aussi anticiper le besoin Tout de à fait. trésorerie jusqu'au jour où le client pour lequel vous avez déjà entamé des dépenses vous paiera pour couvrir ça. Et ce besoin de trésorerie, c'est souvent une des choses qui font chuter les entreprises parce qu'ils sont mal évalués par rapport à des subventions, par rapport à des besoins de stock importants pour pouvoir générer du chiffre et qui n'a pas été calculé. Et du coup, la personne ne peut plus payer ses factures alors qu'elle a des clients, qu'elle a un chiffre d'affaires qu'il a. De l'argent dehors. Mais il est Voilà, dehors, il n'est pas à mais il l'intérieur. est dehors. Et donc, ça, c'est le BFR. Et c'est hyper important. Et on en parlera dans les prochaines notions, dans le plan prévisionnel de trésorerie. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez tous. Bon, C'est intéressant, vas-y. ouais. Alors, j'ai du mal à attendre. Bah, désolée, Nati, mais vraiment, on n'a pas de solution là. Je pense que c'est vraiment de ton ordi. Je suis vraiment navrée. J'espère que tu pourras dans le replay mieux comprendre. Par exemple, chaque mois, même si vous ne vendez rien, vous avez 50 euros d'assurance, un remboursement de prêt, un abonnement Internet, les salaires des employés. Vous avez 2550 euros de BFR parce que, ah ouais, ça serait le seuil de rentabilité. Et le BFR, ça serait si on avait des clients qui nous paieront dans 2 mois et que ça nous coûte 1000 euros de trésorerie pour faire le truc, ça nous rajouterait en BFR. D'accord? Donc, minimum chiffre d'affaires, c'est 2550 dans le mois. Et donc, selon ce que votre trésorerie, les moments où votre trésorerie rentre, ça, il faut voir dans l'année aussi, on va voir la notion 6 justement, comment anticiper ses besoins de trésorerie par rapport peut-être au pic ou au creux d'activité qui vont ramener du chiffre d'affaires. Et ça se prévoit en fait. C'est pas le jour où on n'a plus rien sur le compte, on se dit ah mais comment faire. C'est vraiment en amont. D'accord? Et effectivement, ce BFR peut être financé. Voilà, Tout à peut fait. être financé. Il peut y avoir un prêt de trésorerie qui peut être fait aussi. Voilà. C'est bon, voilà, mais il faut démontrer aussi votre capacité à bien gérer et à bien connaître ces notions et à bien, comme disait Cécile, anticiper ces besoins-là. Donc, comprendre de manière tout à fait scolaire, hein, clairement. Hein. Puis on fait ses classes, on apprend des notions et on apprend un vocable particulier. Et ensuite, on met en pratique. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on montre une maîtrise en termes de bonne gestion, on va dire, vous-même, en termes de charge mentale, pour le coup, ça vous libère énormément puisque vous savez que vous avez fait le job pour pouvoir encaisser et engranger suffisamment pour vous permettre de voir venir. Hein. C'est le fameux cigale et fourmi. Hein. Ça fonctionne aussi en entreprise. Oui. Mhm. Alors, on va retraduire pour ceux qui Oui, sont oui, en... Thibaut peut anticiper par rapport à tout ce qui va être en place. Pour quelqu'un qui a déjà commencé, généralement, je pense qu'on se rend compte que les émissions, des fois, ils découvrent après. oui. Et, comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir, parce que moi je travaille par exemple avec un autre compte qui me paye avec des décalages. Alors, il dit comme qu'il y a une question. Hein. Oui, il y a une question dans la salle, donc on l'écoute et après on vous répète et on va y répondre. Et en fait, voilà, on parle des collectivités, tout le temps, quand on a des contrats qui sont et que l'argent n'arrive pas, comment est-ce qu'on fait pour justement avoir ce besoin? Moi, je demande un prêt à Et ouais. Mais justement, donc la question dans la salle de Sonia, c'est quand on est dans la situation là, face au pied du mur, en mode on a un besoin en fonds de roulement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'était le thème de l'atelier ce matin, hein, c'est de générer rapidement la trésorerie par rapport à d'autres sources de revenus. Ça peut être un retour au salariat ou des missions d'intérim. Ça peut être d'aller vendre un autre produit qui n'a rien à voir avec l'activité ou dans notre activité de vendre une prestation de façon précise pour vraiment faire du cash rapidement le temps que ça arrive et qu'on se rééquilibre. Ça, c'est qu'à partir du moment où il y a des blocages en termes de délai de paiement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas poursuivre avec ces cibles-là, ces pistes-là, parce qu'après, c'est un engrenage, en fait. C'est-à-dire on va avoir cette prestation-là, mais sauf qu'elle va être payée dans des délais, etc. Il faut aussi identifier une diversification peut-être des cibles, avec des entreprises qui vont payer directement, des particuliers qui vont payer cash. Donc, il faut aussi diversifier par rapport aux produits. Ça demande aussi, pas ça, des réadaptations aussi des produits qu'on va faire, des services. Mais il faut absolument identifier des temps longs, des temps courts. Sinon, ce n'est pas possible de dépendre tout le temps des délais longs de règlement. Et donc, ça peut effectivement faire capoter tout le système. Clairement. Tout à fait.
C'est Donc pour peut-être ça une qu'en fait, nomenclature. oui, donc en fait, la question, voilà, donc c'était comment on gère quand on est au pied du mur. Bah, au pied du mur, donc on fait en sorte de générer du cash, donc avec une diversité de ressources. Et par la suite, et bah, c'est ça, dans notre business model, c'est de dire bah, qu'est-ce qui va être payé tout de suite et on calcule son BFR, c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce qui va être payé tout de suite, et on va parler juste après du plan de trésorerie. C'est ça, c'est quels sont les moments où je serai en déficit de trésorerie et comment je l'anticipe et comment je le gère. Et est-ce que du coup, je fais d'autres choix stratégiques parce que je ne peux pas gérer ce décalage de trésorerie et pour pouvoir bah, justement maîtriser ses capacités de paiement tout au long de l'année, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire cet exercice en fait de recul. Par exemple, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez ouvert l'entreprise. Mais en fait, c'est un exercice qu'il faut faire. Mais voilà. D'accord. Par rapport à le fait que moi j'ai aussi appris travailler avec des collectivités. Voilà, dans ma perspective aujourd'hui, je fais attention ici encore sur l'hexagone. C'est ça, il faut vraiment diversifier et surtout faire le bilan annuel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en janvier, hein, c'est pas que les vœux, c'est aussi le bilan, le point. En général, c'est même quelque chose qu'il faut faire dès le mois de décembre. Se retourner en arrière, faire les 12 derniers mois et voir un petit peu justement pour bien identifier par rapport à son BFR, quelle a été l'année en fait, comment elle a été en termes de chiffre d'affaires, à quel mois il y a eu ses creux, etc. Alors c'est vraiment lié, c'est divers en fonction des activités, hein, clairement quand on est dans le consulting, dans le coaching ou quand on est dans la vente, il y a des secteurs d'activité qui font, ils font 100% de leur chiffre d'affaires au mois de décembre, par exemple. Et c'est vraiment lié. Il y en a un qui fait son chiffre d'affaires, annuel le 14 juillet, artificier. Ouais. Voilà. Donc, on est vraiment en fonction de la... oui, et voilà. Donc, du coup, ça, ce n'est pas vraiment, on ne peut pas faire une généralité avec son. En tout cas, il faut vraiment faire ce temps de bilan. Et on a tendance, effectivement, comme je disais, à procrastiner et ne pas vouloir sortir la tête un petit peu telle l'autruche. Mais il faut absolument faire face à cela parce que c'est ce qui permet d'anticiper et de pouvoir se poser pour diversifier. Parce que sinon, on est tout le temps le couteau sur la gorge, le flux tendu, les relances claires, les ATD, les ci, les ça. Et c'est pas serein, en tout cas, pour évoluer dans un développement, en tout cas, entrepreneurial. Vous voyez à quel point ces notions, elles ont un de mots un peu barbare, mais vous voyez à quel point c'est important. Ah oui, c'est Ça important. impacte toute la stratégie, quoi. Si ça fonctionne. Là, le BFR, clairement, la mauvaise identification, en tout cas, de ses besoins et en tout état de cause, on va voir tout à l'heure, de la trésorerie à mobiliser pour couvrir ses dépenses. Déjà, lister, c'est les charges réelles. Vas-y, enchaîne. Rien que ça, donc ça établir son prévisionnel. Ça peut tout simplement tuer l'entreprise. Alors, voilà. Chaque début d'année, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas que les vœux. Voilà. Allez. Juste pour info, on s'est quand même concerté, on a quand même bossé. Hein. Donc voilà, donc comme je le disais, la transition parfaite. On fait ce point d'étape, ce bilan d'étape pour avoir cette vision très claire de l'objectif qu'on se fixe. Et en général, c'est l'objectif. Donc, c'est les réalisations annuelles. En tout cas, c'est moi comme ça que je fonctionne. Je me fais le chiffre d'affaires atteint l'année précédente et je me fixe en général plus 10, plus 20%, très ambitieux. Mais je préfère viser la Lune pour arriver au moins à la moitié de la distance Terre-Lune. Voilà. Mais en tout cas, il vaut mieux vraiment se fixer des objectifs ambitieux puisque ça donne aussi une certaine dynamique pour pouvoir. Et puis de faire des checkpoints. Alors moi, je fais mes checkpoints trimestriels. Et ça laisse aussi le temps de pouvoir réajuster, réadapter en fonction des objectifs atteints, puisque on fait tout bêtement, hein, et ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, sur le papier, c'est très joli. On fait je dis n'importe quoi, allez, 10 000 euros, 12 000, ça va être plus simple. 12 000 euros, on divise par 12 et on se dit, il faut absolument, et c'est vrai, j'ai un tableau de bord avec un trait mensuel basé sur l'année précédente. Et chaque mois, je dois vérifier si oui ou non je suis en dessous ou en deçà. Par contre, en trimestre, je dois avoir le cumul de mes 3 mois doivent mais bon, ça c'est parce que j'ai mis en place ça. Mais attention, j'ai pas mis en place ça il y a 20 ans, j'ai mis en place ça il y a 3 ans. Voilà. Et je continue à apprendre. Donc, véritablement aussi, quand vous créez, je pense surtout aussi aux porteurs de projets, aux créateurs, faites cet exercice tout de suite.
prenez les bons plis, les bonnes habitudes tout de suite, parce qu'après, ça devient des réflexes, ça devient effectivement des habitudes, et donc, comme dit le dicton, l'habitude est une seconde nature. Donc, vous allez avoir tout de suite, dès que vous allez rentrer un chiffre d'affaires, vous allez tout de suite le mettre, l'identifier, même dans un tableur Excel tout simple, hein. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une trace, et il faut surtout que vous ayez un objectif. Donc, justement, en termes d'objectifs annuels à vous fixer, ben, il faut reprendre évidemment l'ensemble des charges. Et on y retourne, hein. Vous voyez un petit peu l'exercice qui a été fait dans les notions. On parle de votre quotidien, en fait, hein, chez vous. Donc, c'est parce que ben, vous gérez un budget, hein, pour faire des courses, vous avez des enfants, vous avez un loyer, etc. L'entreprise, c'est la même chose. Sauf que ben, c'est la même rigueur aussi que vous devez apprendre. Et d'ailleurs, gérer une entreprise m'a amené beaucoup plus de rigueur dans ma gestion budgétaire personnelle, véritablement. Puisque on a aussi des risques. On a un risque, je vais le petit risque pénal aussi. Donc, ça booste bien à pouvoir faire les choses un peu d'équerre. Et dites-vous que de plus en plus, hein, de plus en plus sur nos territoires, il y a un niveau d'exigence en termes de respect des règles, dépôt des comptes en temps et en heure, etc. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ces notions pour bien échanger, pour ceux qui sont accompagnés par les experts comptables avec votre expert pour pouvoir justement bien co-construire cette relation les experts que vous auriez, hein, experts comptables, avocats ou autres banquiers, etc., pour construire cette relation. Ce sont des partenaires et ce ne sont pas des censeurs. On est véritablement dans une réalisation, c'est vous qui créez la valeur, créez la richesse, mais il faut véritablement bien vous entourer pour avoir les bonnes notions et être le mieux préparé possible. Donc, vous devez identifier, avoir un véritable calendrier. Je disais, dépôt des comptes pour ceux des entreprises qui sont déjà existantes et qui doivent déposer en date et en heure leurs comptes. C'est tout à fait, on va y arriver tout à l'heure. En tout état de cause, donc il y a des calendriers fiscaux, il y a des calendriers sociaux à respecter, donc il faut le savoir. Tout à fait facile, hein, Google est mon ami. Vous avez tous ces calendriers-là, il faut véritablement les poser et savoir quand est-ce que ces impôts sont. Je suis sûre que tout le monde sait qu'on fait sa déclaration d'impôt en ligne, quand est-ce, quand, comment, etc. J'espère que vous avez tous mensualisé. C'est vachement plus confortable parce que ça fait un petit peu moins de surprise et ça a même des avances de trésor. Stop, hein, maintenant, hein. En tout cas, vous devez identifier vos obligations de paiement, donc en prestataire ou autre, en fonction, évidemment, hein, la planification que vous recevez, par exemple, une facture de fournisseur, dans les conditions générales de vente ou en bas, etc., vous avez les conditions de paiement. En général, c'est à 30 jours ou immédiat, etc. Donc, évidemment, si c'est marqué à 30 jours, allez pas vous précipiter. C'est à 30 jours. Donc, allez pas décaisser la trésorerie immédiat parce que, oh là là, c'est trop de stress, quand je dois de l'argent, il faut que je règle. Non, c'est pas comme ça qu'on gère une trésorerie. Vous devez effectivement identifier les dates et les obligations, les montants, et les respecter dans les échéances qui sont déjà sanctuarisées, en fait, sur un planning. Et la relation que vous avez avec vos fournisseurs, c'est la même chose. Et si vous sentez effectivement que la trésorerie pourrait être tendue, on est des humains. Dieu merci, on n'est pas encore totalement remplacé par l'IA. Donc on peut encore, oui, certes, mais quoique je suis totalement en phase avec ça. Mais en tout cas, j'essaie au moins de comprendre comment ça fonctionne. Mais en attendant, c'est de l'humain à l'humain. Donc nous avons encore la capacité de pouvoir échanger, de mettre en place, en tout cas de gré à gré, des échelonnements si la trésorerie peut être tendu. Évidemment, ben, vous connaissez votre activité, vous êtes les experts, on va dire, aujourd'hui, on n'est pas là pour être expert à votre place, on est là pour vous donner les clés pour mieux gérer votre expertise. Donc, quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir anticiper? Vous connaissez votre activité, est-ce qu'elle est saisonnière? Est-ce qu'il y a des pics? Est-ce que début d'année, comme la mienne par exemple, début d'année, c'est toujours un petit peu, voilà, on sait qu'il va y avoir un creux qui est toujours, grosso modo, le premier trimestre. Et ben, ça veut dire que on carbure depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, on se dit premier trimestre, ça va être comme ça. Donc, il faut absolument anticiper, atteindre un certain niveau de chiffre pour se dire, mais allez, le temps qu'en mode diesel, ça reparte, on est prêt à partir du deuxième trimestre. Donc voilà, mais c'est vous qui connaissez votre activité et c'est de cette activité que vous allez en déduire votre besoin de, alors, le cash flow. Alors, les anglo-saxons appellent ça le cash flow. Donc, en fait, le volume de financier dont vous avez besoin, donc la fameuse trésorerie, à mettre en place pour tenir, encore une fois, le paiement de vos charges de manière sereine. Et une des stratégies, bien sûr, hein, si on se retrouve en tension de trésorerie, il faut diminuer les charges. On enlève Netflix,
on enlève les conforts, Voilà, on enlève tout les ce qui n'est pas, pas on nécessaire de base. fait, on fait des coupes sombres temporaires. Des abonnements qu'on a mis. Exactement, voilà. Tout à fait, mais c'est un vrai travail un petit peu de dépoussiérage pour en fait optimiser vos dépenses et donc les recettes à aller chercher et donc in fine votre reste en termes de marge hein, qui va vous permettre aussi de continuer à développer votre projet d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de bien identifier, encore une fois, en faisant le bilan. Et même si vous débutez un projet, vous avez une idée au travers de l'étude de marché que vous auriez menée ou des interrogations, ben, qu'est-ce que ce secteur d'activité nécessite comme investissement minimum? Est-ce que c'est un ordinateur, une connexion Internet, etc. Est-ce que ça suppose d'avoir un local pour du stock si on est dans la marchandise? Donc, en tout cas, vous avez une idée là-dessus. Voilà. Voilà, donc par exemple, donc un joli petit tableau Excel, ça me demande quand même de maîtriser. Je crois que tu fais pas mal d'ateliers aussi pour apprendre à saisir. Mais sinon aussi, vous trouvez aussi beaucoup d'informations, beaucoup de documents types aussi totalement gratuits sur Internet. Et donc, vous voyez, donc vous avez par rapport à l'année précédente, et vous mettez en haut du tableau, tout le monde voit, effectivement. Oui, normalement. Voilà. Oui. Voilà, donc le calendrier de janvier à décembre, et ça demande un minimum de rigueur, c'est clair. Encore une fois, gérer une entreprise, ça demande un minimum de rigueur. Et donc, vous mettez le prévisionnel. Alors, moi, j'ai un logiciel pour ça. Oui, J'aime bien. Alors, c'est un logiciel que j'ai utilisé depuis que j'étais étudiante. Ils ne le font plus. Il est disponible gratuitement. Encore. C'est Microsoft, en fait, qui avait fait ce logiciel. Petite astuce, ça s'appelle Money en anglais, Money. Je pense que si vous tapez Money sur Google, vous pouvez encore le trouver gratuitement. Ils ne le font plus depuis, je crois, 2005. Mais il est extrêmement intéressant pour la gestion de la trésorerie. Quand je l'utilise pour la gestion personnelle et la gestion professionnelle. Et d'ailleurs, c'est un bel outil que je transmets à l'expert comptable. Donc, ça peut vous aider aussi pour ceux qui sont familiers, qui aiment bien utiliser les gestions. Et donc, vous avez le prévisionnel, et vous avez ça sur 12, 13, enfin, sur 2, 3 ans. En tout état de cause, le tableau Excel que présente Cécile est tout ainsi efficace, basique, simple. Et donc, vous identifiez, vous voyez en haut tout ce qui rentre. C'est ça? Quoi? Je te laisse présenter ton Alors, tableau. en haut, c'est le report du solde précédent Ouais. que vous aviez sur votre compte, d'accord? Et ensuite, en fait, vous avez toutes les charges que vous avez. Alors, il y a ce qu'on prévoit, et ce qui est très important, c'est de reporter le réel quand le mois est terminé. Parce qu'il y a des grandes lignes et puis il y a la réalité du marché. Et donc, c'est important d'aller à la fin du mois recaler. Comme ça, on peut anticiper. Si à un moment donné, on voit que ça va coincer, eh ben, on n'attend pas d'être là au pied du mur de dire comment je fais, mais on dit, ah ouais, là, par exemple, au mois de mai, Super, très bien. bonne monnaie. Ah ben, Bonne génial. monnaie, super. Merci beaucoup. Merci pour l'info. Et donc, en fait, on dit, bon, comment je vais faire? Est-ce que là, il y a, comme elle disait, est-ce qu'il y a des charges que je peux diminuer? Est-ce qu'il va falloir, je peux aller vendre plus ce mois-ci pour anticiper ça, etc. Et c'est comme ça me donne une vision d'ensemble, très basique, hein, mais déjà, ça va vous sécuriser énormément de situations désagréables et de trésorerie manquante, alors que au final, vous vous en sortez bien, mais c'est la trésorerie le problème. C'est ça. Et Il y a beaucoup souvent le d'entreprises. problème. Ouais, c'est souvent C'est pas forcément le chiffre d'affaires, c'est souvent la trésorerie. Voilà, tout simplement. Bon, enfin, dans le détail, c'est pas intérêt, mais. Ok. Donc ça, c'est du bon, de passer. Voilà, on a bien détaillé, c'est important. Ah là 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 là. Différence entre chiffre d'affaires et rémunération. Alors, quand vous créez une entreprise, selon le statut juridique, l'argent que vous récupérez en vendant des choses ne vous appartient pas forcément. Parce que si l'entreprise, alors, tranquillement, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises où il y a des personnes physiques, les entreprises qu'on appelle individuelles, et les entreprises avec des personnes morales, comme les SAS, les SARL, etc. Mais si votre entreprise est une personne morale, ce que vous générez comme vente appartient à la personne morale de l'entreprise. Et si vous voulez avoir une rémunération dessus, il va falloir que vous deveniez salarié de votre entreprise, votre propre salarié. Donc, ça, déjà, c'est première chose. La deuxième chose, on en a parlé depuis tout à l'heure, je pense qu'on vous a assez bassiné là-dessus, le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Donc déjà, on ne se rémunère pas par rapport au chiffre d'affaires. On se rémunère par rapport à la marge quand on a on a payé toutes les dettes liées à notre coût de production, de fabrique, peu importe, de service. D'accord? Donc,
et quel que soit notre statut aussi, il y a des dépenses à assumer, des taxes, des fournisseurs, des abonnements, d'accord? Et donc, c'est uniquement sur ce qui reste que vous allez pouvoir vous rémunérer. S'il en reste. Parce que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on bassine avec tout le reste, pour savoir s'il va rester de l'argent dans ce que vous avez imaginé faire. Et si votre entreprise est votre seule source de revenus, il est hyper important de réfléchir aux modalités de rémunération et à la viabilité économique de votre projet. Parce que devenir sa propre salarié, ça implique de payer des charges sur son propre revenu. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous aurez dans votre poche que vous allez devoir payer, mais c'est aussi toutes les charges sociales liées à votre salaire. Et ça de façon mensuelle et sur un long terme si vous êtes en CDI de votre propre structure, d'accord? Donc, vraiment, vraiment attention. Après, il y a les entreprises qui sont dites donc individuelles, qui vont, comme des EI, des micro-entreprises autres, qui vont vous permettre de vous faire des virements directement sur votre compte perso de votre entreprise. Mais derrière, ça n'ouvre pas les droits aux mêmes typologies de projets, de la façon dont on déclare, on va y venir après. À bientôt, Sonia, bye bye. Et par rapport aussi à, comment dire, au type de marché qu'on vise, parce que derrière, on va en parler dans les obligations comptables, vous avez des contraintes, on va dire, à la fois de chiffre d'affaires, à la fois de déclaration de vos frais au réel ou au forfait, qui vont aussi impacter derrière, finalement, la viabilité économique du projet. Par exemple, la dernière fois, j'ai entendu, et c'est malheureusement pas la seule fois, une personne qui me disait, ah ben de toute façon, pour commencer, il faut faire une micro. Non, en fait, non. La micro-entreprise n'est absolument pas une obligation. Et selon les domaines dans lesquels vous êtes, il ne faut absolument pas créer une micro-entreprise. Parce que si vous avez beaucoup de frais dans la fabrication de votre produit, par exemple, pour vendre votre produit, dans la micro-entreprise, vous allez perdre de l'argent. Parce que vous allez être imposé sur en plus que vous avez déjà payé pour réaliser vos produits. Donc, par exemple, si vous êtes traiteur, je ne crée jamais de micro-entreprise. Par exemple, si vous faites des bijoux non plus. Voilà, on va en parler, je pense que dans les spécificités, j'en ai parlé. Parce que dans la micro-entreprise, on va déclarer, ils estiment qu'on a 30% de frais pour générer, par exemple, 100 euros de chiffre d'affaires. Ils estiment qu'on a dépensé 33 euros. Si votre coût, ce que ça vous coûte de faire, il est moins que 33 euros, jusqu'à 33 euros, c'est OK. Mais par contre, si ce que ça vous coûte pour créer ce produit, c'est plus que 33 euros, ben là, vous êtes déficitaire. Parce que vous allez repayer des impôts sur ça. D'accord? Donc, c'est à vous de savoir ce que ça vous coûte. Parce que c'est à vous d'identifier ça avant de choisir le statut. Et si vous êtes déjà dans ce statut-là, bah, il n'est jamais trop tard pour changer. Parce que sinon, vous allez être de pire en pire. Est-ce que ça va? C'est toujours clair? Donc, entre le chiffre d'affaires, la rémunération, alors je ne sais pas si j'avais mis. Donc, par exemple, si vous avez 8 500 euros sur le compte de votre entreprise et que c'est une SAS, par exemple, vous ne pouvez pas récupérer l'argent, sauf pour des frais comme des billets d'avion, des locations, des abonnements en lien avec l'activité. Mais c'est pas vous ne pouvez pas payer votre loyer perso, vous ne pouvez pas faire vos courses perso avec ça. Alors, une fois, parce que vous dites que c'est un buffet, mais basta, quoi. Enfin, vous n'avez pas acheté vos vêtements, vous n'avez pas acheté vos vêtements non plus avec ça, d'accord? Et votre marge, donc, elle est calculée sur votre seuil de rentabilité annuel et vos capacités de trésorerie aussi. Parce qu'attention, votre rémunération, il faut qu'elle soit régulière et ça compte dans votre trésorerie aussi. Donc, voilà. Donc, si à moi, vous avez fait 4 000 euros de marge, ben, attention à ne pas forcément tout prendre parce que peut-être que cette anticipation-là, ben, elle va vous permettre d'amortir les mois suivants qui vont être plus bas en trésorerie. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on vous parle depuis tout à l'heure, ça vous sécurise et tout est lié, quoi. D'accord? Donc, micro-entrepreneur EI, vous pouvez vous rémunérer directement sur les bénéfices. SASU, dans certains plafonds, bien sûr. Mais SASU, SAS, SARL, vous devez être salarié. Et association, attention, si vous avez créé l'association, que vous êtes membre du bureau, vous ne pouvez pas être salarié ni rémunéré. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit membre du bureau et que vous deveniez salarié de l'association pour être rémunéré. D'accord? Donc, ça se réfléchit, quoi. Hein? On ne fait pas ça à la légère et surtout, on n'hésite pas à se faire conseiller par des experts comptables avant de se lancer. Si vous avez des associés, c'est encore plus compliqué. Si vous engagez des investissements, etc., là, ça rajoute en plus. Donc, le statut juridique, il est vraiment en lien aussi avec la vision de votre entreprise, de là où vous voulez emmener à moyen et long terme. Et c'est pas on se lance en micro-entreprise et 3 mois plus tard, on change de statut. Non. Quand on se lance, après, ça implique des choses, la TV. Ça implique, L'expérience, hein, pour avoir fait Mais ça tous dépend ces des statuts-là. statuts. Mais c'est parce que le domaine dans lequel je parle, moi, je suis dans le volet C'est ça. conseiller d'entreprise service. Donc, Donc là, on c'est peut pas tester un service, etc. possible. Après, effectivement, charges lourdes ou C'est des ça. investissements, non.
Il faut vraiment se faire Il y conseiller. a un autre moyen de tester sans s'engager, c'est aussi ce sont les couveuses, les coopératives. En fait, vous n'avez pas immatriculé votre entreprise. Mais par exemple, elle a une couveuse. Je lui dis, ben voilà, moi, je veux tester mon activité. Donc, elle va me prêter, ils prêtent leur numéro de SIRET, mais en échange, je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, que vous allez leur verser. Mais eux, ils vont s'occuper de la partie comptable, juridique et autres, qui vous permettent de tester votre activité et d'avoir le temps de prendre du recul pour choisir votre statut ou pour choisir si vous continuez à vous lancer ou pas d'ailleurs aussi ou de changer de faire une autre activité par la suite. On a beaucoup de pistes qui solutions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va, on vous tient, c'est bon, vous êtes toujours là? Vous n'avez pas trop mal à la tête? On a perdu quelques heures, mais il y en a qui m'avaient prévenu qu'ils avaient des obligations. Ah, d'accord. Ok, vas-y. Alors, effectivement, il existe, comme on l'a évoqué tout à l'heure, différents types. On a un petit peu anticipé sur cette slide-là pour expliquer, effectivement, tout est lié, comme disait Cécile, juste avant, chiffre d'affaires, rémunération est étroitement, surtout lié au statut d'entreprise. Donc, concernant la micro-entreprise, hein, donc statut auto-entrepreneur, hein, voilà. Alors, pas si rapide que ça finalement à créer. Maintenant, avant, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple, mais bon, en tout état de cause, vous pouvez, ça dépend aussi encore, mais encore une fois, c'est tout le début en fait qui va, et en fait, contrairement à ce qui est on va dire une logique, alors c'est pas vraiment une logique, en fait plutôt une réflexe qui fait, à mon avis, pas forcément heureux, c'est qu'on pense, on crée et ensuite on réfléchit à identifier c'est qui son client, c'est quoi son marché, etc. Et c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est la structuration de cet atelier montre bien que ce projet se mûrit, se mature par étapes. Et avant de créer une entreprise, on doit identifier à qui on vend, pourquoi on vend, qu'est-ce qu'on vend. Et c'est en fonction de ces réponses-là qu'on va pouvoir déterminer et que les experts, en tout cas les personnes qu'on vous invite véritablement vers lesquelles se rapprocher pour vous conseiller, vont pouvoir mieux vous orienter sur tel ou tel statut. Donc, en effet, en fonction de l'activité, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui puisqu'on ne connaît pas vos différentes thématiques. Mais en tout état de cause, il y a une vraie réflexion pour se poser sur le choix juridique on va dire, du véhicule. Hein, c'est comme rentrer en voiture. Hein. Vous allez choisir en fonction, si vous êtes agriculteur, vous n'avez pas forcément identifié la berline pour aller dans le champ. Donc, c'est exactement ça. En fonction de l'activité que vous aurez. Voilà. Ou le 4x4, tout simplement. Voilà. Donc, en fonction de l'activité que vous avez visée, dans laquelle vous vous sentez effectivement expert, vous allez identifier le véhicule juridique, pour le coup, donc le statut, que vous allez adopter pour cette activité. Donc, si on prend celui de. Alors, il y a Cécile qui a levé le mail. Oui. Je continue, elle va poser la question, on va répondre en direct. Celui de la micro-entreprise, effectivement, comme Cécile le disait, donc c'est un statut qui est assez souple, en fait, qui permet effectivement en fait, c'est une certaine confusion, c'est-à-dire que les comptes de l'entreprise et vos comptes personnels. Alors, moi, j'ai commencé par ce statut il y a plusieurs années. J'ai tout de suite, ça c'est un conseil que je vous donne, j'ai pas fait de confusion. Je me suis tout de suite dit que j'allais évoluer, pas forcément rentrer dans cette dynamique-là. Donc, j'ai créé tout de suite tout pour l'entreprise. Je n'étais pas obligée de le faire, mais j'ai créé un compte d'entreprise. J'ai récupéré une ligne de portable qui était sur ce compte d'entreprise. Donc, j'ai vraiment dissocié tout de suite ce qui était de l'ordre de l'entreprise et ce qui était de l'ordre de mes dépenses personnelles. Et je n'ai jamais, jamais, jamais fait de confusion. Comme ça me donnait une idée claire de ce qui était généré dans le cadre de mon activité entrepreneuriale et des charges y afférentes. Et ensuite, effectivement, la rémunération qui faisait le lien entre nos deux comptes. Mais ça, je conseille à vous donner de la clarté, de l'orthodoxie. Comme ça, même pour vous, ça vous permet de mieux savoir et mieux analyser et mieux, effectivement, adapter le marché et les prestations que vous avez proposées. Faites tout de suite le distinguo de manière opérationnelle. Donc, vous pouvez évidemment récupérer les fonds puisque le statut le permet, hein, c'est une confusion. Vous avez des faibles cotisations, mais on est plafonné en termes de chiffre d'affaires et en termes d'exonération de TVA. Il y avait un projet de loi qui devait baisser ce plafond, mais finalement, il n'a pas été touché. Donc, jusqu'à 37 000 € 500 de chiffre d'affaires, vous êtes exonéré de TVA. Donc, c'est effectivement, en fonction, encore une fois, des activités, un statut qui permet de tester le marché, de tester aussi sa capacité à gérer une entreprise et être dans cette dynamique, en fait, d'être son propre patron et de générer son propre salaire. Et ça permet de quoi? De mémoire, moi, personnellement, c'est un statut que j'ai utilisé pendant 5 ans.
puisque j'étais aussi parallèlement salariée. Donc, ça permet de tester un petit peu cette dynamique. Et puis, tout ce qu'on vient de dire là, hein, les logiques de rendre compte, de classer les documents, etc., de classement documentaire, etc., et d'être aussi accompagné par des experts, et notamment par des experts comptables. Donc, véritablement, ce statut qui peut, encore une fois, sous réserve de l'activité dans laquelle vous vous lancez, peut être utilisé en démarrage. Ensuite, on a donc, il y a aussi le statut SARL, Oui, donc oui. la Je société, pense que c'était un petit voilà, échantillon de donc dire, voilà, donc faut vraiment s'enseigner, quoi. Enfin, je veux c'est dire, ça, donc il y a la société à responsabilité limitée, la SAS. Alors encore une fois, on n'est pas pour faire un détail, c'est juste non, vraiment vraiment, présentation là, on n'est pas surtout à sa peine, hein. claire. Vraiment, là, on est sur donc la SAS, donc société à action simplifiée. Donc là, si vous souhaitez être rémunéré en tant que dirigeant ou président salarié, ce qui a été le cas. Mais ça aussi, il y a une analyse aussi comparative à faire en termes de coût des charges, puisque je crois que c'est quand même chargé à 75%. Donc voilà, donc il y a vraiment des vrais choix analysés à faire. On ne sera pas là pour vous dire tel statut est meilleur que tel ou tel autre, puisqu'on ne connaît absolument pas quelle est votre activité, quelle est votre situation, vous, personnelle, puisque le choix de statut juridique aussi intègre votre situation personnelle, si vous êtes en couple, enfant, etc. Quelles sont votre dynamique de structuration patrimoniale? Est-ce que vous êtes propriétaire? Ça, il y a énormément de questions qui font qu'on ne peut pas orienter aujourd'hui un choix ou l'autre. On vous les expose. À charge pour vous de bien identifier par rapport à votre besoin, votre secteur, comment, parce que toutes ces questions-là, vous vous êtes posées pour vous orienter vers le meilleur statut. Et on a quand même une spécificité au niveau des entreprises individuelles. Donc, on peut évidemment, un peu comme la micro-entreprise, hein, elles sont un petit peu cousines, pour pouvoir récupérer les fonds directement. Donc, mais après, derrière, vous avez, donc ça rentre dans votre déclaration d'impôt sur les revenus, bien sûr. Donc, il faut bien identifier aussi et analyser cette analyse d'optimisation fiscale aussi, pour lequel votre expert, c'est l'expert comptable qui va pouvoir au mieux vous aiguiller là-dessus, quelle que soit en fait la dynamique entrepreneuriale que vous avez. Alors, je viens à dire que des fois, ça fait un peu peur, toutes ces notions-là. Peut-être que si vous découvrez, ça veut dire, Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, c'est je vrai. ne comprends rien à ce C'est qu'elles vrai. disent, etc. C'est vrai. C'est vraiment pour ça qu'on le fait, pour vous faire prendre conscience de derrière toute la mécanique financière et stratégique qu'il y a, qu'il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Exactement. Donc, vous n'y connaissez rien et c'est OK. Et c'est un métier à part entière. Mais aujourd'hui, il y a les moyens de se former, il y a les moyens de se faire accompagner et ne pas s'en occuper, de faire l'autruche par rapport à ça, c'est de repousser le problème à plus tard, mais il sera encore plus grand le problème. Donc, les personnes qui vont dès aujourd'hui s'informer, se former, machin, ça va faire une énorme différence Tout à fait. pour votre pérennité et votre viabilité d'entreprise. Et plus vous maîtrisez en fait tout ce jargon administratif, juridique, etc., plus vous libérez votre esprit pour la créativité de ce pourquoi vous avez créé l'entreprise, à savoir vendre des produits et des services qui vous tient à cœur. Et plus vous avez en fait été sensibilisé tôt à ces notions, c'est un passage obligatoire, clairement, voilà, tout simplement. Comme passer son permis, on est obligé d'aller passer son permis pour avoir une voiture et être autonome. Donc, c'est pareil. Il faut passer le permis entreprise si on veut ensuite être tout à fait libre de continuer à développer et à créer ses produits et ses services. J'aime beaucoup son exemple du permis. C'est que si vous ne faites pas d'heure de conduite avant de conduire une voiture, c'est comme si vous ne maîtrisez pas ces stratégies et ces notions d'entreprise avant de la créer, vous allez dans le mur, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Bon, là, c'était pas pour s'étaler, mais c'était plus pour un petit échantillon des statuts juridiques. De statut juridique. Voilà, avec les catégories, quoi. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, tout ça pour vous expliquer que c'est tout ce qu'on a vu depuis le début qui va vous permettre d'orienter de quel côté, de quel choix de statut juridique en adéquation avec votre besoin et votre mission qui va être adapté le mieux possible pour vous. C'est obligatoire comptable? Non, vas-y. Ça continue, hein, ça continue. C'est alors pas comptable, Non. mais l'accompagnement de l'entreprise. Voilà, l'accompagnement du financement de l'entreprise. Oui, oui. Alors, il y a une question Dans la dans la salle, on vous la redit tout de suite. En fait, distinguer entreprise et entreprise individuelle.
il me semblait que la micro-entreprise était intégrée à l'entreprise individuelle. C'est juste qu'en fait, elle avait ses qualités particulières. Ouais, en fait, c'est une sorte c'est un peu la même catégorie de statut, Voilà. mais il y a des spécificités à chacune, notamment au niveau des déclarations de frais, etc. Ok, c'est ça. Voilà. C'est des L'entreprise reste Ça reste une Voilà. personne physique. Ça reste, Ça reste toujours personne et ça les contrairement aux modalités personnes derrière. morales. Ouais, c'est vraiment que vous avez dit ça. Toi, donc, ça donne l'impression que c'est trois statuts juridiques. C'est le cas. Juridiquement, oui. Mais après, derrière, en termes de finalité, c'est pas. Mais en fait, juridiquement, ce sont trois statuts bien différents. Et les obligations de l'un à l'autre ne sont quand même pas les mêmes. Parce Voilà. que du coup, comme moi, je suis passée par mon juriste, Ouais. donc, puis mon juriste, elle m'a dit que c'est une entreprise individuelle, certes avec des spécificités, mais ça reste la catégorie des entreprises individuelles. Oui. Oui, en fait, là, on le voit, on a les entreprises individuelles, il y a des micro-entreprises, les entreprises individuelles, les EIR. Donc, ce sont toutes des entreprises individuelles, mais avec des modalités, des spécificités différentes. C'est comme les entreprises, les sociétés, les personnes morales, ben, là, par exemple, la SASU, EURL, etc., mais chacune va avoir des modalités, des spécificités différentes. C'est la même En fait, famille. ça, j'ai bien compris, et j'avais ce Voilà. schéma-là en tête. En fait, moi, elle a créé en 2025 et elle met vraiment la micro-entreprise dans la catégorie entreprise individuelle, même pour la déclaration. Alors, après, c'est pas moi qui fais la déclaration. Ou justement, pour ne pas me tromper, je suis passée par un juriste. Mais avant, effectivement, on faisait la Après, c'est pas dynamique. entreprise individuelle. Mais quand elle a déclaré en 2025, elle m'a dit vraiment de faire attention à cette subtilité. L'entreprise est vraiment dans la catégorie des entreprises. Après, c'est hyper bien. Encore une fois, on n'est pas juriste, hein, clairement. Donc, c'est tout à fait probable que ça. Tout à fait. Alors, parce que j'étais sûre que moi, dans ma tête, c'était un schéma. Et si j'avais fait ça, c'est-à-dire une entreprise et entreprise individuelle, on serait surpris, justement. En fait, pour moi, la confusion, elle vient du fait que, en fait, il y a l'entreprise individuelle, c'est la typologie de statut, et c'est aussi un nom de statut. Pour moi, c'est ça, la confusion vient de là. C'est comme la micro-entreprise, c'est un type de statut, mais dans les entreprises individuelles. Oui, je vois qu'après, vous relistez entreprise individuelle. Oui, c'est pour ça que je dis que ça, c'est une typologie de statut. Non, mais il y a Comme, le RN. voilà. Oui, oui. En fait, les EI, c'est la même entreprise. En fait, elle m'a fait comprendre qu'il n'existe plus, en fait. C'est dans la déclaration fiscale qu'on met le. Oui, après, c'est pour ça qu'on vous dit, ça qu'il y a rapprochez-vous, des parce que, subtilités. et puis ça évolue en permanence. Les C'est seuils, tout à fait possible. les seuils, ils évoluent en permanence, les modalités, etc. Donc, Les renseignez-vous. dominations. Les C'est pour ça que dominations, donc, ouais. vous avez eu le bon réflexe. Voilà. Vous avez fait appel à un juriste. Ah, oui, parce que. Voilà. Non, mais Donc, c'est ça. c'est ce qu'on dit depuis tout à Alors, l'heure. moi, je dirais même plutôt expert comptable, parce que malheureusement, des fois, les juristes, ils ne payent pas suffisamment sur la partie financière, sur les enjeux financiers. Il y en a, oui. Si vous avez une adresse comptable qui fait cette action de conseil, bien le contact, parce que là, ça se contact. Alors, on a perdu son ami. Alors, c'est pas mais changer là, justement. Tu vas faire changer, ils sont conscients. Alors, c'est vrai que c'est désolé, là, on va peut-être résumer donc sur la notion d'entreprise individuelle. En tout état de cause, si on a un conseil en résumé à vous donner, rapprochez-vous effectivement des experts de l'art. La création d'entreprise se fait par des juristes, sur conseil aussi d'optimisation avec des profils experts comptables ou autres, mais en tout état de cause, renseignez-vous. Ça évolue tout le temps. Et, voilà. Et eux, Les ils sont. modalités et autres. Donc, voilà. Donc, même là, on a vu l'année dernière, il y a eu une petite sueur, ils voulaient changer les seuils des micro-entrepreneurs et autres. Donc, voilà. Donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécanismes différents de l'un à l'autre et que ça évolue tout le temps. Donc, c'est un métier à part entière. Et donc, c'est se faire et moi non plus. Voilà. Donc, voilà. on sensibilise là-dessus, mais la science infuse, c'est clair. Le bon réflexe, c'est d'aller se faire accompagner. Ah, mais non, mais pour tout, en fait. Ah oui, oui, oui. Des témoins, pour la petite anecdote, de personnes qui ont voulu se déclarer seul politique, et une fois que c'est bloqué, c'est bien bloqué. Et après, c'est bien on peut pas, et puis ils prennent du temps. Alors, j'avais une entreprise, et justement, l'entreprise qui avait mal. Donc, l'entreprise. On va peut-être regarder votre film, mais comme en fait, ils sont en ligne, ils n'entendent pas. C'est ça. C'est pour ça. Le micro n'est pas ouvert.
Mais on a de toute façon ce temps d'échange, c'est juste pour faire les dernières notions et après on laisse l'espace et on fera On fera l'échange. va pas s'attarder à dire qu'il y a des obligations selon La typologie des statuts. vraiment bien se renseigner pour savoir après ça vous engage. Les différentes sources de financement. Ça c'est ton dada, ça. Vas-y. Alors, différentes sources de financement hein, pour appuyer son modèle économique. En clair, comment on gagne de l'argent, je répète. Cette phrase-là, ce mantra-là que on va vous dire, oui, business model, c'est comment l'entreprise génère de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'elle vend? Quel produit, quel service elle vend et à qui? Et sur quel marché? Donc, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc, vous avez soit la vente directe aux clients, les clients peuvent être, on l'a vu tout à l'heure, soit des clients particuliers, ça peut être des clients entreprises, des clients ou administration publique, collectivité publique. Donc, en fonction de cette typologie de clients, évidemment, vous avez une stratégie qui va être différente. Voilà. En tout cas, vous devez identifier si ces clients, quels produits vous leur proposez et les délais de paiement, bien sûr. Et en fonction des délais de paiement, qu'est-ce que vous organisez comme mécanisme pour soutenir les délais de paiement? Voilà. Certaines banques proposent, par exemple, tout ce qui est affacturage, etc. En clair, elles vont pouvoir préfinancer de l'avance de trésorerie. Alors, ça a évidemment un coût, mais ça peut être aussi intéressant pour justement, parce que la clé, vous avez vu dans tout ça, la clé de la gestion d'entreprise, c'est la trésorerie. Voilà. On sanctuarise sa trésorerie, on la garde jalousement et on la chérit. Ce matin, à la fin de l'atelier de ce matin, on disait le chiffre d'affaires, c'est la vanité. Le bénéfice, c'est une réalité et la trésorerie, c'est votre liberté. C'est magnifique, il faut d'abord le dire là. Donc c'est tout à fait vrai. Tu peux avoir les yeux vraiment rivés là-dessus. Exactement. Alors, ça, c'est pour Dada, parce que ça, c'est ma spécialité, hein, les subventions. Donc, par contre, en effet, si on ne maîtrise pas tout ce qu'on vient de voir, et notamment si on n'a pas la trésorerie suffisante et nécessaire, vous oubliez les subventions. Clairement. La subvention, sa définition, c'est que c'est un argent gratuit qui a un coût. Et ce coût-là, c'est le coût de... Ah oui, je dis ça tout le temps. Et ce coût-là, c'est le coût de la rigueur du montage du dossier, du délai de traitement qui est un délai incompressible et administratif, parce que vous imaginez bien, quand vous arrivez, c'est des centaines, des milliers de dossiers qui sont là avant vous. Et ça suppose aussi, en effet, voilà, je suis un peu pour sa parole, se faire bien accompagner, puisque là encore, la langue, on a vu la langue comptable, la langue bancaire, la langue de la subvention a elle aussi son vocabulaire. Donc, ce sont des opportunités, mais ce sont des financements que vous allez lever de manière sereine quand vous avez la trésorerie nécessaire pour le faire, puisque en France, les subventions s'octroient en remboursement. C'est-à-dire qu'elles viennent, l'argent vrai sur votre compte arrive en remboursement. Et pour ceux qui sont... Il peut y avoir des avances, il y a une partie en tout cas. Mais non, j'ai un discours très clair là-dessus. Non. Là, c'est même pas la peine de dire on va avoir une avance. C'est du principe, ça c'est du bonus. C'est du bonus d'avoir l'avance, etc. Il faut rentrer dans une dynamique que votre projet il est là. Vous allez de toutes les façons le financer, soit en fonds propres, soit avec un financement bancaire, éventuellement en fonction de sa complexité, ou d'autres, des fondations, ou autres, quel qu'il soit. C'est encore une culture, tout à fait un atelier spécifiquement d'ailleurs. Donc, quelle que soit en fait la façon dont vous allez développer ce projet, et il se trouve que vous vous trouvez sur un territoire où il y a des opportunités d'accompagnement, de booster, que sont les subventions. Et là, vous allez effectivement monter ce dossier parce qu'il faut vraiment que ça soit conscient, on soit conscient que c'est une course de fond. Voilà. Mais ça reste tremplin, puisque quand ça tombe, c'est de la trésorerie. Pour le coup, ça devient du cash. C'est de la trésorerie qui vous permet soit de continuer le développement, ou soit de poursuivre ou entamer peut-être un nouveau projet. Voilà. Et aussi, effectivement, le mécénat, au travers notamment des fondations, des démarches donc du financement privé, surtout si vous avez des projets à impact, à faire autour de tout ce qui est responsabilité sociétale, développement durable, inclusion, etc., etc. Il peut y avoir aussi des dotations financières portées par le mécénat ou par les fondations, mais qui financent beaucoup plus le tissu associatif. C'est un peu rare. Et après, si vous êtes entreprise, il y a des labels, dire une entreprise à impact social qui peuvent faire le pont avec ce type de financement quand même.
à Mais fait. bon, là, c'est un peu technique, on va pas. Voilà, donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il y a différentes sources possibles de financement mobilisables par les entreprises et les associations. Les subventions, les prêts et les donations en sont. Donc voilà, à vous de voir aussi quels sont vos besoins, hein, puisque c'est aussi lié à l'activité, à vos projets et à votre vision de développement de vos structures. Clairement. Et donc le fameux tableau de bord. On vous a Merci parlé de pour, plein de notions, on vous a parlé de plein de notions, on vous a dit tout ça. Alors là, j'imagine qu'il y a la fumée qui sort de votre cerveau là. Mais ce qui est important avec tout ça, c'est pas seulement de les avoir en tête, c'est de les suivre. Vos indicateurs, d'accord, sur vos finances, sur votre gestion, sur la fidélisation de vos clients, on en parlait ce matin dans l'atelier, et sur votre communication aussi. Dans ces 3 piliers à minima, vous devez savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça me rapporte, et de pouvoir utiliser Pareto, hein, les 20% d'actions ou les 20% d'offres qui vous ramènent 80% de votre résultat. Dans la communication, quels sont les 20% d'actions qui me ramènent 80% de mes clients, etc. Et donc ça, c'est hyper important de le maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas votre stratégie, c'est elle qui va vous maîtriser. Elle va vous mettre KO par terre. Ceinture noire de karaté, hein, donc méfiez-vous. Hein. ceinture Ceinture de judo, là, on ne peut pas la chercher non plus, hein, d'accord? Donc, tableau de bord, on le dit, même pagaille, d'accord? On la maîtrise parce que sinon, c'est elle qui vous maîtrise, d'accord? Tout à fait. Donc, c'est les fameux KPI, voilà. les anglo-saxons, les indicateurs de résultats, les indicateurs qui vous permettent, le chiffre d'affaires en est un, la marge, le taux, le besoin en fonds de rendement, votre niveau de dépense aussi, hein, donc ça va s'emballer, il faut savoir d'où ça vient. C'est ça. Donc vraiment, donc la gestion financière et budgétaire, ça veut dire que on est au mois de janvier, prenez le temps de mettre en place un budget. Budget égale dépenses, ressources, voilà, les 2 tableaux. Et en prospective, jusqu'à la fin d'année, essayez de s'y tenir. Et comme on vous a montré Cécile tout à l'heure dans le tableau, ça se met à jour chaque mois. À fin de Avec la mois, réalité. on a le prévisionnel et on regarde après pourquoi est-ce que le prévisionnel match avec la réalité ou l'inverse. Peut-être que vous allez avoir des super mois, vous allez faire 2-3 fois le chiffre, et d'autres mois où il n'y aura rien, tout, ou beaucoup moins. En tout état de cause, ça doit se lisser et avoir quelque chose, en tout cas, qui tient en tout cas une route croissante à la fin de l'année, entre 2 années. Et si vous avez des phobies administratives ou si ce qu'on vous raconte là, c'est juste pas possible à envisager, il y a des professionnels qui font ça très bien. Donc, rencontrer des personnes vraiment qui vous comprennent, qui sont capables de vous accompagner et confiez-le, déléguer ce genre de choses pour au moins pour le début, c'est pas au moins pour le début, c'est au moins pour vraiment l'incontournable de la viabilité. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez vous prendre confiance et autres. Mais c'est vraiment, c'est c'est l'énergie vitale de votre entreprise, quoi. C'est pas une option de faire le suivi. de faire le suivi, quoi. Et malheureusement, dans les TPE, c'est vraiment quelque chose qui pêche et qui permet et qui coule en fait. Il faut avoir le courage de voir la réalité en face de ces indicateurs. Il faut les déterminer, il faut les suivre. Est-ce que Claudie, tu as des contacts de comptables, d'experts comptables en Guadeloupe de confiance? Je vais vous orienter vers l'ordre. Donc, Vers l'ordre qui fait un gros travail, clairement. L'ordre des experts comptables avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Ils ont mis en place quelque chose, je crois qu'il existe en Guadeloupe d'ailleurs, qui s'appelle le chèque consultation. Enfin, c'est un chèque avec la région Guadeloupe d'accord. qu'on mobilise et donc il y a un chèque. C'est disponible sur le site. Non, c'est pas. C'est un chèque spécifique qui a été mis en place par l'ordre et qui permet, c'est un peu comme le chèque sauf que c'est pour la consultation comptable. Et donc vous pouvez mobiliser ce financement-là. L'ordre, donc il y a un comptable qui est désigné une fois que vous avez mobilisé cette aide au niveau de la région. Et vous avez donc ce comptable qui va vous accompagner à bien définir le business model, à orienter le choix du statut, etc. Donc vous pouvez me renseigner, soit au niveau de l'ordre des experts comptables de Guadeloupe, ou au niveau du conseil régional. Sur leur site internet, il y a plein d'informations. Il existe oui, je vais partager. C'est vrai qu'ils sont pas encore. On a un groupe. Alors, il y a un groupe WhatsApp pour les entrepreneuses de Martinique et un autre pour les entrepreneuses de Guadeloupe. Donc, si vous n'êtes pas encore dessus, je vous enverrai le lien. Et comme ça, Claudie, elle pourra partager directement dessus les infos. Je vais partager lien en particulier. Je vais vous donner ça. C'est un chèque comptabilité, enfin un chèque qui vous permet de mobiliser dans ce volume-là un expert comptable qui vous accompagne pour, quel que soit, je pense,
si vous êtes en création ou même en développement. Je crois. Je vous enverrai les critères. Je ne veux pas dire de bêtises. Je préfère vous donner la fiche mesure qui explique tout ça. Donc, alors, là, pour les entrepreneuses de Guadeloupe, uniquement entrepreneuses et de Guadeloupe, c'est ce Il lien-là. faut savoir que Cécile dit entrepreneuse, ici on dit entrepreneur. Ah, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais au moins, ça évite on ne dit pas une coiffeur, on dit une coiffeuse. On a Bon, compris le débat. Entrepreneur. Voilà. C'est le Guadeloupe Martinique. Tu dis pas- La Martinique. tu dis pas- Donc c'est tu pour dis ça pas que. une facteur, tu dis Mais je dis d'entrepreneur. Bon, là, c'est un exemple de tableau de bord. C'est-à-dire que les commerciaux, ils ont aussi des tableaux de bord où ils suivent leurs clients et autres. C'est pas obligé d'être aussi, entre guillemets, complexe. Oui, mais c'est joli. Mais un tableau Excel fait très bien l'affaire. Mais c'est important que visuellement, vous sachiez où vous en êtes. Vous savez ce que vous avez fait et où vous allez. Et tout, c'est sûr. Voilà. Même des petites choisis. Comme des paillettes et tout. En conclusion, on veut vous partager que la réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et c'est pas, on attend l'opportunité et on se prépare. Non, vous vous préparez et c'est là que déjà vous allez pouvoir voir les opportunités et que ça va pouvoir se transformer en réussite. Sinon, ça c'est comme si vous preniez une droite et ça va vous mettre KO. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Écrivez vos questions si besoin. Je rappelle que ce samedi, on fait une rando business en Guadeloupe pour les entrepreneuses. Voilà, on va réseauter tout en marchant et en prenant soin de sa santé. Ah bah, merci pour ton retour, Yamina, qui nous dit que c'était vraiment intéressant. Ben, ravie en tout cas. Voilà. Et voici là le lien du groupe dont je vous ai mis le lien soit en QR code. Donc, soit il est en QR code, soit je l'ai mis dans les commentaires. Et si vous avez des questions, sachant que la question qui m'a déjà été posée, c'est que oui, le replay sera partagé très rapidement aux personnes inscrites et que les actions continuent, que ce soit au niveau de Claudie ou moi, mais on est souvent en partenariat. Donc, même si elle a des infos, elle va me faire passer et vice-versa. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, en fait, il n'y a pas de petites actions. Même si aujourd'hui, vous faites déjà une micro-étape de ce qu'on a dit, c'est déjà une avancée. Et vaut mieux faire un tout petit peu à chaque fois que de ne rien faire du tout et d'être vraiment paralysé par toutes ces notions. Ouais, vaut mieux que parfait, que faire et parfait. Est-ce que vous avez des questions? Attends, le partage. Alors, même dans la salle, si vous avez des questions. Ouais. Non, pas de questions, ça marche. Des réactions à la limite. Alors, comment vous repartez de cet atelier? Sinon, comment vous repartez de cet atelier? Ou qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Moi, je vais me sortir de la caméra. Voilà. Coucou, je suis toujours là. Merci pour ces belles notions. Alors, belles notions hydratantes, importantes. Hydratantes. Important. Ah, mais vous voyez aussi là, c'est que finalement, je ne connaissais pas vraiment. Dans l'art, le business n'est pas pris en compte et pas expliqué. Et bien, ravi que ça ait été utile. C'est vraiment le but. pas la suite. Ouais. C'est ridicule, pas de souci. Ok, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager de comment elles repartent de l'atelier Merci, je vais travailler sur mon client idéal pour commencer. Excellent, Cécile. Bravo. Voilà, c'est vraiment la base de la base. Première étape. Francesca qui nous dit, j'ai trouvé la vulgarisation bien menée, très compréhensible, merci. Ah ben avec grand plaisir. C'est tellement important de pouvoir expliquer, voilà, très simplement. C'est bien d'ordonner ces idées. Oui, tout à fait. Donc, pour la petite anecdote, par exemple, moi j'ai 2 enfants de 10 et 12 ans. Et en fait, mon fils de 10 ans, il est hyper intéressé par ça. Et donc, à un enfant de 10 ans, je lui explique déjà ces notions-là et il comprend parfaitement. Comme quoi, en fait, on est tout à fait capable, depuis très longtemps, de les comprendre du moment que on les décompose et on les remet avec un vocabulaire qui correspond à ce qu'on connaît à l'instant T. C'est ça. Et quand vous allez devenir des experts, et bientôt c'est vous qui nous ferez des ateliers sur le financement, ben, j'espère que vous vous rappellerez de notre bienveillance et vous les expliquerez pas à pas ces notions que nous ne maîtrisons pas. Et pour la petite anecdote, mon fils de 5 ans et demi a découvert la notion du budget en janvier. Génial. Donc, il a compris que le petit crocodile qu'il a acheté à 5 €, il ne pourrait pas en acheter un autre. C'est 6 €. Voilà, c'est fini. Donc, du coup, il a contourné. Il a dit, donc si toi, tu as un budget, papa aussi. Donc, papa, où est ton budget?
Excellent, j'adore. Donc oui, tout ça pour dire, D'accord, hein, merci, vous madame la il faut- exactement, c'est clair. trop bien. Il faut commencer le plus tôt que possible. Exactement, c'est ça que je voulais vous partager. L'éducation financière est un pilier de l'émancipation. Donc, il faut absolument débuter le plus tôt que possible. Donc, en tout cas, on vous souhaite plein de réussite. On vous souhaite vraiment de vivre de votre activité de tout cœur. Exactement. Et n'hésitez pas non plus à. C'est très bien. Ouais, voilà. Il y a encore des parties Essentiel. mystères, mais elles ont été clarifiées. Ben, en fait, n'hésitez pas à aller vous former à. En fait, plus vous allez le réentendre, les Curieuse. côtoyer ces notions, et plus ça sera facile, quoi. Mhm. Voilà. Donc, je vous Génial. souhaite une bonne fin de journée, Merci. plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt pour tout le monde. On reste connecté en tout cas. Oui. Merci. Au Merci, revoir. au tout le revoir. monde. Super. Merci à tout le monde. Génial. C'est bon. Ouais.